Bienvenue à toutes et à tous. Cette émission est consacrée à la possible dernière œuvre d'Hayao Miyazaki. Dans ce tout nouveau long métrage, l'artiste a inséré des symboles, des mystères et des références à sa propre vie. Rejoignez-nous pour une analyse approfondie de cette création captivante, étonnante, mais d'une complexité déconcertante. Davin et Wivo discutent du film Le Garçon et le Héron. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et on va parler de la dernière œuvre de Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Mais tout d'abord, comment tu vas, Davin ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Après deux émissions un peu sombres, hein, il faut le dire, avec l'Horror Show et puis l'émission sur les IA qui vont nous tuer, très clairement, très rapidement. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien, je t'avoue, de retrouver du Ghibli, de retrouver un peu de poésie, de couleurs, et donc de Miyazaki. Et alors, c'est peut-être moi, mais il me semblait, moi, que Miyazaki, en fait, il était à la retraite. Donc ça m'a surpris. En fait, j'ai pas du tout suivi l'actualité du film. Mais Ghibli, tu sais, il y a plusieurs réalisateurs qui travaillent chez Ghibli, dont son fils, à Miyazaki. Et... Oui, Goro Miyazaki. Voilà, et du coup, là, quand j'ai appris que ce film-là, c'était vraiment un film que Miyazaki avait fait, déjà, ça m'a surpris. Et donc, ça fait plaisir, quoi. Oui, parce que ça, c'était un truc, il y a eu aucune pub. Ah ouais ? Et ça a été je crois que... ouais, parce que quand il est sorti, j'étais un peu sur le cul, je savais pas du tout qu'en fait, il allait sortir. Ouais, c'est vrai que j'étais... je suis passé à côté... J'ai un peu su au dernier moment, moi aussi, c'est vrai, ouais. Oui, voilà. Mais en fait, c'était volontaire. Et dis-toi qu'en France, on a eu quand même la bande-annonce qui arrivait un petit peu avant. Parce que nous, du coup, il est sorti le 17 octobre 2023, si je me trompe pas. Alors qu'au Japon, il est sorti le 14 juillet 2023. Ah oui, aussi tôt, ouais. Oui. Du coup, on a eu très peu d'infos entre ces deux dates. Et au Japon, c'était encore pire. Il y a même pas eu de bande-annonce. D'accord. Il a sorti le film comme ça, sans même prévenir qui que ce soit. Ok. Et du coup, c'est pas habituel ça chez Ghibli, j'imagine pas. Non, du tout. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment le mec le boss, quoi. Je suis Miyazaki, les gars. Je sors mon film. Je vous l'annonce, il sort demain. Voilà, c'est fini. Rentrez. Parce qu'ils font un peu ça, pour ceux qui aiment, dans le milieu du jeu vidéo, ils font un peu. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du drop annonce ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est en gros, tu sais, il y a une grosse conférence. Les mecs, ils te présentent un trailer d'un jeu et à la fin du trailer, disponible maintenant. Et tu sais, tu peux le télécharger direct. Quoi. Ah, ok. Tu sais, ça fait penser à ça. En fait, Miyazaki, c'est un marketeur. C'est un marketeur, gars. c'est ça. Mais en plus, après, il a eu peur. Ah ouais de ce que j'ai vu. Il s'est inquiété parce que du coup il s'est dit peut-être que c'est une grosse erreur en fait de faire ça, peut-être que le film va faire un bide. Un bide, mais moins d'entrée. C'est le dernier film de sa carrière et c'est un bide total. C'est ouais, c'est ça. Alors que même pas, ça a été le meilleur démarrage. Ah ouais. Le meilleur démarrage de toutes les œuvres. Mais s'il y a des jeux qui font ça, c'est que il y a un pouvoir à ce niveau-là. Oui, ça doit marcher. Ça se trouve, tu sais, en ce moment, connu, en ce moment, il y a bientôt le jeu GTA 6 qui va être teasé. Imagine, ils font ça. GTA 6 disponible maintenant. Le bordel que ça crée. Ouais, c'est clair, ça serait énorme en vrai. Ouais, je sais pas. Après, parce que eux, ils pourraient se le permettre, clairement. Oui, ouais. Mais après, moi, je sais que, je sais pas si vous êtes comme ça, ceux qui nous écoutent, mais moi, tu sais, il y en a beaucoup qui critiquent ces moments de hype. Faut pas trop se hyper parce qu'après, à chaque fois, t'es déçu. Mais en fait, moi, je sais que je prends mon plaisir dans ces moments d'attente. Tu sais, moi, j'aime pas quand un jeu est annoncé et que directement ça sort, parce que j'ai l'impression de passer à côté. Souvent, ils le font même Netflix, hein, où tu sais, il y a une série qui sort d'un coup, et t'as toute la saison d'un coup, tu la regardes d'un coup, et puis c'est fini. Moi, j'aime bien avoir quelques temps, ou quelques mois d'attente, tu vois, comme ça, tu te prépares, et puis t'as les petites infos, tu pars dans des théories, tu pars dans des trucs, donc... faudrait pas que ça se démocratise, ce système. C'est vrai. Miyazaki... Là, pour le coup, la bande-annonce, moi, je l'ai même pas regardé. D'ailleurs, même pour le, pour le podcast, j'aurais dû regarder. Ouais, avant tu l'as vu ? Non, mais avant que j'aille à la séance de ciné, du coup, tu m'as conseillé de pas la regarder. Du coup, moi, vraiment, mais j'avais rien vu du tout quand je suis allé dans le cinéma. J'étais vierge, quoi.
Ouais, mais c'est ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant, ouais, surtout pour ce film-là, d'y aller sans aucune info. Et je sais pas, du coup, dans la bande-annonce, si ça véhicule pas mal d'infos. Tu l'as pas regardé depuis que oui, Tu l'as pas quand même. regardé depuis Non, je l'ai pas regardé. Ok. Non, non. Est-ce qu'on voit bah si, le héron cendré, forcément, on le voit. Mais est-ce qu'on le voit Bah, dis rien, toi, parce qu'on n'est pas encore en partie spoil, donc ne spoil pas les gens. Mais tu l'as vu, toi, la bande-annonce? Non, du coup, je l'ai pas vu. Ah, du coup, ok. Bon. Après, voilà, bah, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, la bande-annonce, et qui n'ont pas vu le film, évidemment, parce que sinon, si vous avez vu le film, c'est pas grave. Mais ouais, on vous conseille d'aller voir le film sans voir la bande-annonce. Je pense que ça a son intérêt. Oui. Mais bon, après, à voir, est-ce que la bande-annonce, il véhicule beaucoup de trucs ou pas? Je ne sais pas. Mais après, pour te rejoindre, ouais, des fois, ça peut être intéressant de se hyper. Et je pense que d'ailleurs, là, on parlait de GTA 6, mais je pense que eux auraient aucun intérêt à faire ça au dernier moment, parce qu'il y a peut-être aussi le risque d'être leaké, d'avoir des leaks en fait de. Oui, c'est vrai. Donc autant que eux préviennent le truc et enfin je pense, je sais pas. Bon. Et du coup, film qui a mis quand même 7 ans de travail, hein, parce que comme tu disais, moi je savais pas du coup. Il serait soi-disant à la retraite maintenant, mais normalement depuis 2013. Il devait être à la retraite. Depuis 2013. C'était sa dernière œuvre, c'était en 2013. Le vent se lève. Et il n'était pas censé reprendre. Le vent se lève. Voilà. Il est temps de vivre. C'est ce que tu as regardé. Je dis ça, voilà, c'est que je l'ai lancé cet après-midi, j'ai regardé 1 heure sur ce film. Qui a l'air beaucoup moins mystique que beaucoup de ses œuvres, parce que c'est une biographie a priori, donc sur un aviateur japonais, bref. D'accord. Je l'ai pas regardé en entier, donc je vais pas trop me prononcer, je vais juste donner une petite anecdote qui m'a frappé quand j'ai vu ce film, et ça correspondrait du coup à certaines théories que j'ai en tête sur le film. Donc on va en discuter, tout ça, parce que oui, ceux qui ont vu le film, vous savez à quel point, je dirais pas que le film est barré, mais le film part dans beaucoup de directions. Et tu sens que c'est un film que tu as envie d'aller gratter, tu vois. Moi, clairement, je me suis retenu parce que toi, tu as fait ce travail-là, justement, d'aller gratter un peu les théories, les interprétations, tout ça. Et tu m'as dit, vas-y. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok, d'accord, trop bien, putain. Et ça sent. Moi, quand je suis sorti du film, le premier message que je t'ai envoyé, c'est bon, bah, je viens de faire un AVC, j'ai rien compris. Donc... c'est clair. Non, mais après, c'est vrai, il est ultra complexe. Et même moi, quand je suis sorti de là, j'ai fait. Ok, c'était bien, mais là, pour le coup, c'est une des œuvres de Miyazaki les plus complexes qu'on ait eues et les plus Après, complexe, je dirais peut-être pas complexe. Je pense que c'est juste que c'est très symbolique, j'ai l'impression. Et du coup, il y a plein d'interprétations. Moi, il y a... en gros, je peux te dire, moi, le seul truc que j'ai noté, c'est qu'en fait, pendant la phase, je sais pas, je dirais il y a 2 mois à peu près, j'ai vu des trucs passer sur Internet, sur Miyazaki, où il y avait pas mal un duel avec son fils ou je sais pas quoi. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 mois, je dirais, où c'était à l'époque où son fils avait réalisé son premier film pour le studio Ghibli, c'est les contes de Entremers, je crois. De Terre-et-Mer, voilà. Donc je sais plus si je l'ai vu celui-là d'ailleurs. Et en gros, la première projection presse, Miyazaki, donc papa, était avec Miyazaki fils dans la salle, hein, bien sûr, et à la moitié du film, le papa, donc Miyazaki, il est sorti. Et du coup, je sais que ça en a beaucoup parlé en fait ces derniers temps. Donc j'avais cette image en tête, et quand j'ai vu le film, sans trop spoiler, on sent qu'il y a une sorte de transmission, même de l'œuvre de Miyazaki, tu vois. Et du coup, en fait, je suis trop curieux de voir pas mal de détails qu'il y a dans le film, parce que moi, c'est le truc que j'ai ressenti, en fait. Il y avait une sorte de transmission à son enfant. Donc voilà, bref. Moi, c'est un truc que j'ai noté, et ça colle, en fait, avec du coup, le vent se lève. Oui, ok, d'accord. Il y a des petits détails... Bon, bref, on en reparlera tout à l'heure. Ok, moi, c'est intéressant, ouais. Sachant qu'aussi il y a eu donc il y a effectivement un rapport à son fils, hein, clairement, et il y a un rapport d'ailleurs aussi avec son associé. Donc comme tu disais tout à l'heure, là, quand ils ont fondé le studio Ghibli, ils étaient 2. Il y avait donc Miyazaki, et il y avait Isao Takahata. Et Takahata, faut savoir qu'il est mort en 2018. D'accord. Là, j'ai sorti l'info pour être sûr de ce que je dis. Et du coup, Miyazaki a commencé donc cette œuvre, Le Garçon et le Héron, en 2016. Entre-temps, il y a Takahata qui est malheureusement décédé. Et du coup, ça a mis beaucoup plus de temps à sortir. Et d'ailleurs, il n'en a pas du tout parlé, hein, de l'œuvre. Il y a un moment donné, ça devait sortir en 2020. Ça s'est pas fait. Ça devait sortir après en 2021. Ça s'est pas fait. Donc à chaque fois, il repoussait d'une année.
Et apparemment, il était extrêmement touché en fait par justement la mort de son associé. Ouais. Il devait être très proche. Et ça a joué dans l'œuvre en fait. D'accord. Donc il y a une interprétation aussi liée donc à son associé. Ok. Donc en fait, il y a énormément de choses. C'est ça qui est assez. Du deuil, de toute façon, globalement, dans le film, il y a. Ouais. Bah, on va pas spoiler du coup, mais départ, oui, tu vois que ça parle quand même du deuil. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Bah, et même du deuil. Attends, même, j'ai même envie parce de le dire. Ça parle du deuil, ouais. mais ça parle aussi, j'ai l'impression, de la réalité. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ultra intéressant de se dire que Miyazaki, c'est peut-être son dernier film. Et en plus, du coup, bah, c'est peut-être quelqu'un qui du coup est face à la mort. Donc le vrai Miyazaki qui a 82 ans, je crois. Et du coup, c'est peut-être quelqu'un qui est face à la mort. Et du coup, c'est pour ça que le film est peut-être un peu ultra symbolique, un peu complexe. Parce que peut-être, en fait... moi, je sais pas si tu as vu le film un peu comme ça, mais j'ai eu l'impression, en fait, d'avoir... qu'est-ce qui se passe après la mort. Et tu sais, il y avait un délire un peu comme ça. Alors, je sais pas si ça va rejoindre des théories que tu vas nous présenter, mais du coup, moi, c'est ce que je me suis dit. Et que le film, en fait, le fait qu'il soit un peu complexe à appréhender au premier visionnage, je trouve que ça participe au fait que peut-être que ce qui se passe après la mort, en fait, ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est normal qu'on soit perdu un peu. Bref, voilà. Ouais, c'est intéressant, ouais. Je suis curieux de savoir si ça fait partie de tes théories, parce que là, je viens de l'avoir sur le coup, comme ça. Le fait, alors, j'essaye aussi de me dédouaner sur le fait que j'ai pas tout compris au premier visionnage. Le mec, il trouve une explication au fait qu'il ait pas compris. Ouais, mais c'est normal, c'est... Non, après, je pense que c'est un film qui vaut vraiment le coup de le revoir une deuxième fois. Il y a une seconde lecture, clairement. Et je pense même que ça vaut le coup de le revoir une deuxième fois, une fois que tu as analysé plus profondément le film, je pense. Aussi, mais même sans parler de la symbolique en fait qu'on voit à travers le film, l'histoire en fait, le scénario vaut le coup, je pense, d'avoir cette seconde lecture. Même si tu vois les choses la plupart des petites surprises, on va dire, tu les sens quand même venir de très loin, quoi, quand même. On en parle en partie spoil. Bon, il y a des trucs que j'ai vu venir, mais direct, quoi. Ok. Oui, il y a certains trucs peut-être. Ouais, ok. Notamment liés au feu. Il y a des trucs que tu vois venir. Quand même oui, très, voilà, très c'est ça. C'est ça Après, que tu je comprends pensais. pas. Oui. Tu sais, tu vois venir le délire, mais tu saisis pas comment ça se fait, en fait, tu vois. Mais voilà. J'en dirai pas plus. Ça va être intéressant. Bah, d'ailleurs, là, scénario et réalisation, c'est donc Miyazaki. Ouais. Et à la musique, en espérant ne pas écorcher le nom, c'est Joe Hisaichi. Okay. Et je trouve que les musiques, pour commencer à parler de notre avis sans spoiler évidemment, je trouve que les musiques sont splendides. Oui. Et j'adore. Franchement, j'adore. Ouais, alors, j'ai pas de thème en tête, parce que comme je l'ai vu qu'une fois, c'est vrai que c'est toujours compliqué de retenir des vrais thèmes. Je me suis pas refait la BO depuis. Mais je sais que moi, il y a beaucoup de musique d'ambiance que j'ai surkiffé. Parce que justement, comme le film, en fait, à des moments, volontairement, je pense qu'il devient un peu, pas absurde, mais tu sais, tu comprends pas ce qui est en train de se passer. Et du coup, il y a une musique à un moment qui est un peu, je sais pas si c'est stressant ou si c'est... Et du coup, en fait... Mais ça m'a fait limite penser à Hans Zimmer, hein, moi, parfois. Ok. J'avais l'impression d'avoir une patte... D'accord. Alors, peut-être pas de Hans Zimmer, mais il y avait certains sons, genre juste la bande-annonce, si tu la réécoutes, t'as cette musique d'ambiance qui me fait penser limite à Interstellar. D'accord, ok, mais moi je sais que pendant le film, il y a une musique en particulier, c'est des petits à-coups là. Il y a un truc comme ça qui, à chaque fois qu'il se passe un truc un peu bizarre dans le film, et du coup cette musique, je saurais même pas dire c'est quoi le sentiment que ça me développe, mais du coup c'est tellement important. C'est pour ça que par exemple dans nos horror shows, etc., on rajoute des musiques, c'est que ça dirige un peu l'inconscient des gens. Une musique, en fait, te met dans une ambiance et du coup, t'écoutes une histoire ou tu observes une histoire et en fait, ton inconscient, il sait dans quel mood, en gros, tu dois être à ce moment-là de l'histoire. Et moi, cette musique, mais ça m'a marqué parce que c'est une musique, j'avais pas l'habitude de ressentir ce genre de choses. Je saurais même pas l'expliquer, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est pas un stress, mais il se passe quelque chose de bizarre. Et du coup, c'est normal de pas comprendre ce qui se passe. Et je suis sûr qu'il fait. Et je sais pas si c'était d'ailleurs dans son habitude. Bon, après, je ne suis pas un grand aficionado de toutes les œuvres de Miyazaki, même si j'aime beaucoup. Mais je sais pas si ce genre de musique-là, il a l'habitude de là, ça m'a particulièrement marqué. Parce qu'effectivement, parfois, c'était un peu angoissant. Hein. Il y a un côté un peu angoissant. C'est vrai que c'est un film, c'est pas de l'horreur, hein, bien entendu, mais il y a quand même certaines scènes. Moi, je me posais la question, parce qu'on se pose toujours la question sur les animés. On se dit que c'est souvent grand public.
Oui. Mais là, déjà, d'ailleurs, cet animé, oui. par sa symbolisme, sa complexité, tu te dis, bon, un gamin, c'est chaud. Et puis même, je trouve, il y a des scènes, je pense... Alors toi, ta fille, elle a 9-10 ans. Donc là, je pense que ça va. Oui. Mais plus jeune, genre à 5-6 ans, il y a quand même des images, à mon avis, dans ce film qui peuvent vraiment terroriser un gamin, quoi. Bah, c'est conseillé à partir de 7 ans, je crois. Je pense que c'est... J'avais regardé. En dessous... Non, même 10 ans, même 7 ans ou 10 ans. Ah, je sais plus. Mais en dessous, de façon, clairement. Parce que je sais que j'avais regardé... des scènes choquantes. J'avais regardé une vidéo de Feldup sur YouTube. Et il parle, tu sais, il fait souvent des vidéos genre les traumas de nos enfances, etc. Et il va chercher des trucs sur Internet qui nous ont traumatisés quand on était gamin. Et il dit qu'il est super étonné, mais souvent, en fait, il y a des vidéos qui font pas spécialement peur de base, mais c'est juste des humains qui, d'un coup, en fait, deviennent en pâte à modeler ou, tu sais, se déforment. Et il se rend compte, en fait, avec les commentaires qu'il reçoit, parce que c'est les gens, en gros, qui lui disent bah, ça m'a traumatisé, ça m'a traumatisé. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de vidéos de personnes ou d'objets qui se déforment. Et que quand t'es gamin, il doit se passer un truc dans ta tête qui fait que ça casse tes repères ou je sais pas quoi, et ça a traumatisé beaucoup d'enfants. Et du coup, dans ce Ghibli en particulier, je trouve qu'il y a des déformations qui sont... Même moi, en tant qu'adulte, ça met un peu mal à l'aise. Donc je me dis, putain, un gamin... Oui, bah d'ailleurs, un truc très intéressant que tu dises ça, c'est que Miyazaki s'est différencié un petit peu justement de Disney. Ouais. Disney, tous les animaux qu'on voit, et même les objets, c'est généralement attendrissant, c'est mignon. À part les méchants. Mais À part les méchants. À part les méchants, parce que moi, je peux te dire, comment il s'appelle déjà dans le livre de la jungle, là, le Shere Khan, le tigre. Moi, c'était mon traumatisme de gamin. Je sais pas si tu te rappelles, à la fin, il compte. Je sais plus pourquoi, faudrait que je regarde ce film. Il compte, et sauf qu'il attaque avant la fin du décompte. Bah ça, quand j'étais petit, j'étais obligé de me boucher les yeux. Je pouvais pas voir cette scène. Ok. Mais est-ce que c'était plus la personnalité, en fait, de Shere Khan, ou c'était son visage? Oui, c'est vrai, c'était sa personnalité, peut-être. Je me rappelle même plus la tête qu'il a, tu vois. Mais... Parce que lui fait beaucoup de dessins, pour le coup, d'animaux. Ouais. Qui sont pas censés être mignons. Oui, alors que... Et là, dans le film, clairement, c'est le cas. Enfin, il y a un moment, au contraire, c'est assez ambigu, c'est assez paradoxal. Ça paraît mignon, mais en fin de compte, ça l'est pas. Mais sinon, genre, le héron, il est loin d'être mignon. Souvent, ouais. Très souvent. Soit il est réaliste, soit il est un peu effrayant. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Hein, mais même globalement, c'est vrai que... Parce que c'est bizarre, parce que les personnages manga font, eux, très chibi, c'est très mignon, de base. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Alors que les animaux, non, il le fait pas. Il le fait pas. Ou, dans ce cas-là, un peu comme dans Mononoke, les petits elfes des bois, alors je sais plus leur nom, les Kamaki, je crois. Pareil, ils sont... Ah si, c'est un petit peu effrayants quand même. Ils peuvent paraître effrayants. Ouais. Parce que des fois, il fait des petits personnages qui ne parlent pas, mais qui ne sont ni effrayants, ni... Ils sont juste comme ça, mais il les fait pas parler. Okay. Contrairement à Disney, encore une fois, c'est une différence qu'il a avec Disney, c'est que dans Disney, généralement, ils font tout parler. Et lui a voulu vraiment se démarquer, mais depuis le début, avec le studio Ghibli, sur ça. Ouais. Okay. Et j'entendais aussi un podcast, je crois que c'était un podcast de science, je crois que c'était Podcast Science. Ils ont fait un sujet justement sur Miyazaki. Okay. Et ils expliquaient que souvent dans les œuvres de Miyazaki, il y avait aussi un petit côté anti. je pense que les gens ont entendu le petit bouchon. Le beauf énorme, quoi. Alors, faut bien. C'est bientôt Noël, hein. il faut se faire plaisir. Moi j'ai une petite bière de Noël. Voilà, il faut se réchauffer. Et du coup, il y avait aussi un côté chez Miyazaki qu'on peut retrouver souvent anti-américanisme. Où il est où critique, alors pas forcément les Américains, c'est là où il y a la nuance dans le podcast. Ouais, voilà, exactement. L'Occident et de par l'Occident, le côté un peu matérialiste. Genre dans le voyage de Chihiro. Voilà, j'allais dire, quand les parents ils se transforment en cochons, c'est vraiment. Mais c'est même pas l'Occident, en fait, c'est plus le capitalisme, le consumérisme, le fait de trop consommer à outrance, quoi. Et d'ailleurs, les cochons, ça fait partie dans les vidéos de Feldup des scènes qui ont marqué les jeunes générations. Donc moi, j'étais plus vieux quand le voyage de Chihiro est sorti, donc ça m'a pas trauma. Mais les gamins de l'époque qui allaient voir Chihiro, voilà quoi, c'est un peu trauma quand les parents se... En plus c'est les parents, donc c'est les parents de... T'imagines toi ta gamine elle va voir ça. C'est ça qui est traumatisant. Ouais, c'est les parents qui se transforment en cochons, qui sont assez... et puis
tu t'y attends pas, quoi. De toute façon, généralement, les œuvres de Miyazaki, C'est vrai. c'est des très belles œuvres, mais c'est pas pour les petits. Hein. Bah, globalement, là, c'est vrai que là, moi, j'ai commencé du coup Le Vent se lève, donc c'est vraiment une biographie d'un aviateur. Je pense que c'est pas du tout adapté pour, des enfants, ils vont se faire chier globalement dedans. Et je trouve que c'est ça en fait que j'aime bien moi, avec la culture animée au Japon. On le dit souvent que les animés ici en France, il y a quand même un succès, mais chez les jeunes générations, mais il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, qui vont pas voir d'animé ni rien. Et là, tu te rends compte que au Japon, tu as vraiment une culture. Donc, tu as des animés qui sont vraiment pour les gamins, mais il y a des animés qui sont vraiment orientés full adulte. En fait, il n'y a même pas à se poser de questions. On va faire une biographie, au lieu de prendre des acteurs en live action, on va le faire en animé, basta. Et ça, je trouve ça fort, en fait. Après, une œuvre que on pourrait éventuellement conseiller pour les petits, en fait, chez Miyazaki, ça serait Pompoko. Je t'en avais parlé. Et c'est Miyazaki, Pompoko, parce que j'ai... Je crois qu'il a fait, il a fait Porco Ghibli. Rosso, lui. Et Pompoko, je crois pas que c'est lui. Et oui, c'est peut-être son associé. Ça, parce que sinon, C'était Takahata. chez Ghibli, tu peux, genre la sorcière Kiki ou je sais pas quoi, c'est complètement pour les gamins. Il y a des œuvres qui sont pour les gamins. Mais les Miyazaki... C'est vrai. Attention, c'est vrai. C'est comme... Oui, parce que même Porco Rosso, c'est comme Le Vent se lève, je pense. Hein. C'est un peu... Okay, c'est pas violent ou quoi, mais c'est... À part que le personnage principal est un porc, mais justement parce qu'il a un côté un peu américanisé, donc je pense que c'est pour ça qu'il a dessiné en cochon. Il y a ce côté-là. Mais pareil, c'est une histoire. C'est ça, faut pas confondre les Miyazaki et les Ghibli. Miyazaki, il a quand même sa branche de films qui sont quand même généralement plus sérieux. Et même son associé. Et qui sont pas forcément moi, fantasmés. mon préféré de tous les Ghibli, c'est même pas un Miyazaki. Alors c'est ultra personnel, mais moi j'en avais parlé, on avait fait une émission spéciale animée. Moi, mon Ghibli préféré, je dirais même pas que c'est mon préféré, parce qu'il y a beaucoup de Ghibli qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait voyager, donc... Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Le Tombeau des îles Lucioles. Ah oui, Le Tombeau... Oui, mais vrai. Ce film, tu le montres pas du tout à un gamin. Vraiment, là, faut pas le montrer à un gamin, ce film. C'est très violent. Pas visuellement ou quoi, mais en termes d'émotion, je trouve Le Tombeau des Lucioles et... voilà, pour moi, c'est un des films les plus tristes qui existent. Si j'avais à citer si j'avais un top 3 des films tristes à conseiller, il serait dedans, je pense. Donc... Bah, du coup, je regarde parce que Le Tombeau des Lucioles, est-ce que c'est bien son associé qui l'a fait, c'est Takahata? Il me semble, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Takahata qui a fait la réalisation et qui a fait le scénario. Ok. Et d'ailleurs, moi, je m'en rappelle pas du tout du Tombeau des Lucioles. Mais regarde-le toi. Mais je me demande même, je le connais parce qu'il est culte. Mais je crois que je l'ai jamais vu. Mais alors là, tu te fais ça cette semaine, c'est incompréhensible. On avait fait une émission top des animés qui ont marqué notre vie. Vous voyez, il ne suit pas, il ne suit pas les conseils. Non, mais Le Tombeau des Lucioles, oui, je le recommande vraiment à tout le monde. C'est en termes de message, en termes d'animation, en termes de traces qu'il va te laisser dans la tête. Ce film, c'est voilà. Ok. Magnifique. En plus, tu l'avais déjà dit, hein. Donc là, je te dis magnifique. C'est ça. On va refaire un Ghibli dans 4 ans et il fera putain, Le Tombeau des Lucioles. Il l'aura toujours pas vu. Je crois que je l'ai jamais vu. Je dirais la même chose. Oh, ça a l'air d'être vraiment bien, mais je crois que je l'ai pas vu, mais... Donc je compte sur vous les gens pour l'insulter dans 4 ans. Je le regarderai. Non, bah après, bon, on verra. Logiquement, du coup, Miyazaki, là, c'est fini. Hein. Normalement... du coup, 82 ans, après, je sais pas en quelle santé il est, parce que 82 ans, il y a encore moyen qu'il taffe quand même, quoi. Ça dépend en quelle santé il est, quoi. Mais... Oui, mais après, il le disait, alors je sais pas si je l'ai noté. Est-ce que je l'ai mis? En fait, en gros... Moi, je l'ai pas noté, mais j'ai joué sur mes souvenirs de Wivo Cerveau. Je crois qu'il disait que pour faire une animation, à l'époque, il prenait 1 minute. Okay. Pour faire une animation, une animation, un dessin, je veux dire, pardon. Alors que maintenant, il prend 10 minutes. Okay, ouais. C'est un truc du genre. Donc, il prend 10 fois plus de temps maintenant. Mais je crois, moi, il me semble avoir vu que justement, en fait, le prochain, ça sera peut-être pas lui à 100%, tu vois, comme là, il est pas à 100%, c'est pas lui qui dessine, hein. Okay. Mais il est déjà en train de taffer sur les prochains. Et au moins, il aura sa patte, même si il aura moins d'importance, tu vois. Je pense qu'il aura quand même sa patte quelque part, quoi. Il chaperonne le truc, tu vois, après. D'ailleurs, c'est le producteur qui produit du coup le studio Ghibli. C'est lui qui commence à être inquiet. Okay. Parce que Goro Miyazaki, il s'est un peu éloigné quand même du style Ghibli. C'est du 3D qu'il fait maintenant. Ah, quelle horreur. J'ai vu son 3e film là.
Alors, je ne juge pas la qualité de son troisième film, mais c'est un truc en 3D, mais ça fait vraiment. C'est en 3D, mais c'est pas du Pixar, quoi. Hein, c'est de la 3D, t'as l'impression que c'est une vieille série, tu sais, avec peu de moyens qui passent à la télé là, pour les gamins le matin. Quoi. Alors, j'en sais rien, ça se trouve, le film est excellent au niveau narration, ça je juge pas là-dessus, mais visuellement, j'ai juste vu l'image, je savais même pas que c'était un Ghibli. Hein. Et ça perd. Parce que justement, moi, le bonheur que je suis allé au cinéma voir ce truc, c'est que vraiment. Alors autant, c'est le 2D, je le dis, c'est les images, les fresques. Je le dis souvent, moi j'adore Pixar. Ils ont fait des films parmi mes préférés. Oui. Pareil, on a parlé du Spider-Man Into the Spider-Verse là. Que génial, je trouve en termes d'animation, je trouve ça génial, etc. Mais punaise, de la bonne 2D, on va dire à l'ancienne, mais avec. Tu vois que ça a quand même évolué, que les décors, les animations, la réalisation est quand même bien meilleure qu'à l'époque. Mais ça fait du bien, quoi. Parce que j'en ai marre. Là, j'ai vu la bande-annonce du nouveau Disney, là, qui s'appelle Wish, je sais pas quoi, là. Ouais, ça m'attire pas du tout. Bon, en plus, Disney, avec leur truc avec des princesses, là, c'est bon. Enfin, j'en peux plus. Mais en pourtant, plus, même ils ont dit qu'ils allaient se remettre au 2D. Oui, j'ai vu ça. Bah, j'attends les prochains, on verra. Mais là, je trouve qu'il n'y a aucune direction artistique, quasiment. C'est le truc que tu as vu 1000 fois, là. Je t'avoue, là, je peux plus. Disney, je peux plus. Oui, bah moi j'irai pas le voir. J'irai pas le voir. Clairement. Ça m'attire pas du tout. Ça se trouve, il est bien. Oui, ça se trouve, j'en sais rien. Mais voilà. Pixar, j'adore. Parce que eux, ils poussent, on va dire, la 3D de ouf. Et puis le scénario sont toujours vraiment. Globalement, ils sont cool. Bah, mais. T'as vu qu'il y a Vice Versa 2. Oui. Vice Versa 2 qui va sortir. C'est clair. Ça, j'attends de voir. On avait fait une émission sur le premier. C'est ça. En effet. Voilà, allez l'écouter, il est sympathique. C'est ça. Il est sympathique. Oui, ça peut être l'occasion, s'il est bien, d'en refaire une deuxième émission, parce qu'en plus, ça serait a priori la même héroïne, mais ado, quoi. Donc, ça peut être très intéressant. Déjà, dans les bonus du Blu-ray de Vice Versa, que j'ai acheté, tellement j'avais adoré cet animé, il y a... Enfin, ce Pixar, il y a justement un petit bonus où elle est un peu plus grande. Et je crois qu'elle emmène... on voit qu'elle emmène un petit ami. Okay. Et du coup, le petit ami et le père, en fait, se parlent. Donc, alors, est-ce que c'est canon, du coup Est-ce que c'est canon maintenant? Est-ce que maintenant qu'ils font un 2, est-ce que du coup, ce petit truc n'existe plus? Je sais pas, du coup. Peut-être. Hein. Après, c'est tellement un petit extrait que ça pourrait l'être et ça serait insignifiant, c'est pour la suite. Donc, bon. Mais à voir. En tout cas, moi, je suis impatient pour le coup. Mais je suis d'accord, Pixar, moi j'aime beaucoup. Oui, voilà. Mais par contre, ça fait du bien en fait de retrouver de la bonne 2D, parce que là en plus, c'est tellement beau. Je trouve, tu sens vraiment que les décors sont peints à la main, c'est vraiment des toiles, et qu'ils animent des personnages. Je trouve ça. Moi, ça me rappelle même des souvenirs de gamin. Moi, je sais pas que c'était comme moi, mais quand j'étais petit, moi j'avais des bouquins avec des décors. Et moi-même, dans ma tête, en fait, je me faisais mon petit film, là, je passe par ce petit chemin. Et tu sais, dans ma tête, je trouve, niveau imagination, c'est ça. Et les Ghibli, c'est vraiment ça. Je trouve, tu vois la toile, tu vois la peinture qui est magnifique, et dessus tu fais bouger des personnages qui souvent en plus ont moins de détails que les décors, les trucs manga, tu sais, la peau est très lisse. Oui, tout à fait, ouais. Mais j'adore, moi. Alors c'est peut-être très Madeleine de Proust, mais j'adore. Bah, c'est beau. J'ai envie de te dire, est-ce que tu as envie de partir pas en avis sans spoil, parce que je pense que déjà on a dû donner globalement. Après, si je peux juste dire, mais... moi globalement c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment. Le film il dure un peu plus de 2 heures et je les ai pas vus passer pour le coup. C'est ça. Moi tu m'aurais dit qu'il fait qu'1h30, ok, j'aurais dit oui. Puis en fait j'ai vu il dure 2h06 ou 7, je crois, un truc comme ça. Donc je les ai pas vus passer. Ouais, ça passe vite. Hein. Et puis oui, je me suis, même s'il y a des moments, en fait forcément t'essayes d'analyser ce qui est en train de se passer, t'as envie de comprendre. Mais du coup ça fait partie du charme du truc, et je pense que c'est vraiment un film que je pense quand il ressortira en Blu-ray et tout, je me le referai avec beaucoup plus de clés de compréhension, et je pense que c'est un film qui peut devenir vraiment très culte avec le temps. Une fois que tous les messages du truc seront digérés, je pense que ça peut être un truc très très cool. Et du coup j'espère que cette émission va servir un peu aux gens qui nous écoutent à aider à le digérer, parce qu'apparemment t'as pas mal de théories autour du film, donc moi je suis trop impatient là. Ouais, et puis tout comme toi, quand j'ai regardé le film, moi j'ai adoré du coup les mystères en fait qui se dévoilent petit à petit. T'as l'impression que du coup tu sais pas où tu vas. C'est ça exactement. Ouais. Ça j'aimais bien. J'adore cette sensation. Tu crois que ça va aller quelque part,
Et moi, en plus, justement, par rapport au podcast scientifique qui parlait du coup de l'anti-américanisme, en gros, enfin plus l'anti-consumérisme plutôt, de Miyazaki, ils évoquaient le fait... mince, j'ai perdu le Ah bah film. bravo, T'es t'es bourré mec, t'es bourré. C'est génial, c'est génial. Ouais, c'est la bière de Noël, elle est à 15 degrés. Elle est à 15 degrés et après j'ai la bière la plus forte du monde. Elle est à 60 degrés. Il faut se réchauffer. Hein. Et oui, il parlait en fait d'un lien entre la science et l'environnement. Parce qu'on sait que Miyazaki fait beaucoup de références à la nature, à l'écologie, voilà. Et que là, dans ce film, il y avait un petit changement. Il y avait un attrait beaucoup plus scientifique. Et donc je m'attendais un peu à une... J'avais quand même des attentes. Et je m'attendais à une harmonie un peu entre la science et l'écologie. Et je t'en avais parlé, je crois. Ah bah... Et du coup, en fait... ouais. Il y a un truc... Alors là, bah pareil, c'est une analyse que je fais. À un moment, on te parle d'un équilibre à respecter. Oui. Ouais. Et après, c'est un peu spoil, quoi. Mais en gros, le personnage principal décide de ne pas respecter l'équilibre. Et, alors oui, bah là, enfin, je réfléchis à haute voix parce que du coup, est-ce que ça signifie quelque chose? J'avais pas pensé à ça, mais quand tu parles d'écologie et de science, etc. Bref, bon, vas-y, continue, je trouve que tu vas en parler plus tard. Je pense. Ouais. Mais oui. Mais après, du coup, je pensais que ça allait être beaucoup plus prononcé. Et du coup, à un moment donné, ça prend une tournure. Et je m'attendais pas du tout à ça. Ok. Pas du tout à ça. Mais pour le coup, c'était pas désagréable. Ouais. Mais c'est pour ça que ça vaut le coup d'y aller, de pas regarder la bande-annonce et d'y aller comme ça. Et à chaque fois, vous êtes là, mais où ça va? Ça. Et j'aime bien ce genre de film où tu te dis, mais où on va? Tu calcules pas en fait ce qui va se passer. Où on va? Voilà. Ouais. Il y a un gros suspense et là-dessus, c'est quand même très fort. Mais c'est vrai que quand je suis sorti du cinéma, je t'en ai parlé, hein, du coup, je t'ai dit, bon, j'ai trouvé que c'était excellent, c'est vrai. Mais après, est-ce que ça vaut le coup d'en faire une émission? C'est vrai, tu vois. Si, clairement, on aime bien faire les émissions où justement on décrypte des trucs et tout. Donc là, pour moi, quand je suis sorti du film, justement, quand je t'ai dit j'ai fait un AVC, j'ai rien compris, bon, ça voulait pas dire que j'ai pas aimé. Au contraire, moi je savais que. Tout à fait. Je l'ai toujours dit, j'adore les films où quand tu sors de la salle du cinéma, c'est pas fini. Quand tu sors de la salle du cinéma, c'est que le début limite, parce que c'est un film que tu vas aller rechercher pour essayer de mieux le comprendre. Parce que des fois, il y a tout simplement, comme ce film paraît très symbolique, tu sens que si tu t'as pas les références, en fait, tu peux passer à côté du truc. Et donc là, rien que le fait de le rattacher à la carrière de Miyazaki en se disant que c'est son dernier film, tu peux penser, je pense, à plein de liens. Mais après, pareil, il y a tout un travail sur le deuil qui est fait dans ce film, parce que en rentrant tranquillement en partie spoil, il y a sa mère au personnage qui meurt, tu vois, dès le début du film, et je pense même que ça influence tout le personnage, parce que c'est rare, je trouve, d'avoir un personnage, c'est le héros, c'est un gamin, et je trouve que on peut rentrer vraiment en partie spoil. Moi, le truc qui m'a ultra surpris, c'est que dès le début, tu sais, il se fait frapper par les élèves à l'école. Et il décide, en fait, je sais pas si c'est pas pour faire accuser les autres, ou pour pas retourner à l'école. En gros, il décide de se foutre un coup. Oui, c'est de frapper avec une pierre. Il se frappe lui-même pour augmenter les dégâts qu'il s'est pris, quoi. Et ça, déjà, j'ai fait oula, je fais le gamin. Où il va aussi, ce gamin. C'est qu'il est dark. C'est un gamin, normalement, tu t'attends en plus dans les Ghibli, les gamins, c'est plein de valeurs, de bravoure ou je sais pas quoi, c'est toujours les héros. Là, tu fais oula, ça part direct dans un truc. Oui, c'est très sombre. Ouais, c'est vrai. De toute façon, oui, clairement. De toute façon, dès le départ, après, du coup, en spoilant. Ouais. Bon, allez, on rentre en partie spoil maintenant. Vas-y, c'est bon, quoi. En spoilant. Du coup, à la fin. Ah, carrément, le temps spoil. Bon, alors la dernière scène, du coup. Ah oui. Ah oui. Bon, vas-y. Non, mais est-ce que toi, ça t'a paru clair? De quoi? Est-ce que ça t'a paru clair déjà? La fin, quand tu comprends en fait que du coup, là où il allait dans cette fameuse tour. C'était un truc extraterrestre. Oui, du coup, si tu veux, avant que tu donnes tes théories, etc., je vais te donner en version spoil mes interprétations globales. Mais ok. Donc déjà, allez. Voilà. Non, mais ça peut être marrant, comme ça, toi, tu vas voir après derrière. Mais je t'en donnerai celle aussi que j'avais avant de me renseigner. Ouais. Voilà. Donc déjà, la première, donc c'est ce délire de Miyazaki, c'est son dernier film, etc. Et du coup, forcément, le grand-oncle du film, le petit papy qu'on voit, tu sens
qu'il incarne un peu Miyazaki, qui veut transmettre ses œuvres, etc. Alors du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, le héros décide de pas récupérer ses œuvres. Donc, alors, est-ce qu'il parle de son fils ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais du coup, il y a tout un truc qui est assez intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, ensuite après, pour l'histoire globale du héros, je dirais que c'est un gamin qui est un peu tourmenté, justement, comme on disait. Et j'ai l'impression que, comment dire, il va être exposé à un univers qui est complètement fou, mais qui va lui permettre en fait donc de rencontrer sa mère, de rencontrer tout ça, et en fait d'accepter peut-être la mort de sa mère à la fin. Ce que je me suis dit, c'est qu'en gros, voilà, au lieu de ce qui semble mieux en fait à la fin du film qu'au début, comme s'il avait rangé un peu, il n'a pas fait son deuil, mais un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu sais qu'il y a des... alors, j'ai pas vérifié thème par thème, mais il y a des personnes qui pensent que justement, tu as toutes les étapes du deuil. Ah bah ouais, alors ça, j'y avais pensé, parce que ça, j'avoue qu'il y a beaucoup de films qui font ça. Ce procédé narratif, quand un des sujets principaux du film, c'est le deuil, bah, tu te rends compte en analysant que chaque étape du film, en fait, c'est une phase du deuil. Alors, je me rappelle même plus combien il y en a, je me rappelle même plus, mais tu sais, il y a la colère, le pardon. Je crois qu'il y en a 7. Tu commences par le déni. Et ça, très clairement, je serais pas étonné savoir que si tu analyses le film, il y a moyen d'avoir ces phases-là. Ouais. Les 7 étapes du deuil. J'ai regardé pour dire exactement, ça va être assez intéressant. Mais après, je sais pas. Honnêtement, peut-être. Hein. Est-ce que c'était aussi la volonté de Miyazaki de faire comme ça? Sûrement. Par contre, ta théorie sur le grand-oncle, mais clairement, ça c'est ressorti de fou. D'accord. Et ça serait vraiment... Là, pour le coup, c'est une théorie qui est quasi confirmée, dans le sens où ça serait... Et c'est même Goro Miyazaki, donc le fils de Hayao Miyazaki, qui a dit que pour lui, c'était un symbole. C'est que, et tu l'as dit tout à l'heure, la fameuse scène où Hayao Miyazaki, en fait, il quitte la salle du cinéma parce qu'il déteste, en gros, ce qu'a fait Goro. Alors, c'est pas qu'il déteste, mais c'est qu'il aurait voulu qu'il fasse mieux. Il accepte pas du tout que son fils reprenne peut-être trait par trait ce qu'a fait son père. Okay. Et à la fin, quand Maito, du coup, le personnage principal, décide de ne pas reprendre l'œuvre qu'on peut comparer à une œuvre, le fait de mettre les pierres en équilibre, c'est un peu cet aspect-là. Ça veut dire qu'il démontre à Goro que, ok, t'as décidé de faire autre chose, de sortir un peu du studio Ghibli à travers, du coup, l'animation un peu 3D, mais fais-le. Au contraire, je suis content que tu le fasses, enfin, il n'y a pas de souci. Et c'est un peu cet esprit-là. Et ça, c'est vraiment ressorti, du coup. Ça fait partie des théories comme quoi le grand-oncle pourrait être Miyazaki et que du coup l'enfant serait Goro Miyazaki. D'accord. Par contre, du coup, un autre truc qui est que j'ai moins compris, c'est qu'en gros, tu sais, dans le film, il te présente justement tout ça, l'équilibre des choses, tout ça, et du coup, le petit décide de pas prendre la suite du grand-oncle. Mais du coup, en fait, il va se passer quoi? Parce que tu avais l'impression que le grand-oncle, c'est lui qui façonnait un peu la réalité, tu vois, j'ai envie de dire. L'équilibre du monde, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va essayer de trouver un autre successeur, ou est-ce que, c'est ça, là, à la fin, j'étais là, donc son fils... Alors, est-ce qu'il n'y a pas de réponse, tout simplement? C'est juste, le fils, il refuse, et donc on ne sait pas ce que va devenir. Peut-être un peu, oui, remarque, l'avenir de Ghibli, finalement. Le fils décide de faire ce qu'il veut, et puis tant mieux, c'est à toi de voir ta vie. Mais du coup, l'avenir de Ghibli, par exemple, on ne sait pas ce que ça va être, quoi. Et donc remarque, si ça peut être une idée de fin, c'est peut-être le but de pas savoir ce que va devenir la réalité dans le film. Peut-être, mais après, est-ce que à ce moment-là, parce que comme tu dis, moi, quand le grand-oncle dit que si l'équilibre est déséquilibré, que tout se détruit, pour moi c'était vraiment tous les mondes. Ouais, moi aussi, ouais. Est-ce qu'en fait quand il disait ça, il parlait que du monde où il y a justement les perruches, le royaume des perruches, etc. D'accord. Est-ce que c'est que ce monde-là? Peut-être que c'est que ce monde-là, et du coup quand Maito décide de partir, en fait, on voit que ça se déchire, etc. Ouais, remarque, ouais. Ouais. Oui, non, c'est vrai, ouais. Mais, donc je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que parce qu'on les voit après être installés en ville, je crois. Le petit Maito et le père, il me semble. À la fin, ah oui. Il y a un tout petit extrait, où ils sont pas, il est sorti en fait de ce monde imaginaire ou non.
Et du coup, ils se retrouvent, je crois, en ville, il me semble. Ils sont revenus en ville. Je sais même plus. Ouais. Il me semble. Ok. Hein. Je sais Il me plus semble. exactement. Ouais. Par contre, faut en parler de ce père. Sa femme meurt et il sort avec la sœur de sa femme. Oui, c'est particulier, c'est quand tu le comprends à la fin. Mais moi, je l'avais compris ouais. avant la fin, du coup, mais du coup, ça m'a pas mal perturbé. Alors, parce que j'ai mis du temps à le comprendre en fait. J'ai pas enfin, je l'ai compris avant la fin. Je sais plus à quel moment exactement du film, mais du coup, ça complexifie le truc parce que pareil, je reconnaissais plus qui était qui, parce que les deux femmes en plus se ressemblent. Et du coup, j'ai mélangé à moi. Alors, j'imagine que c'est voulu. C'est quoi ce choix? Alors, pareil, je me suis dit, est-ce que ça a un rapport avec la vie de Miyazaki, le fait cette relation entre le père et la sœur, parce que là c'est famille recomposée mais d'une manière en plus assez bizarre, donc c'est là pareil je me suis dit est-ce que ça représente quelque chose en particulier, je savais pas. Non, enfin du moins de moi ce que j'ai trouvé. J'ai parlé à Miyazaki, non a priori c'était vraiment un choix. Oui, c'est ça que j'allais dire d'ailleurs aussi, c'est que je pense que là on a certaines théories qu'on est en train de dévoiler au reste du monde, mais je pense qu'il y en aura peut-être d'autres encore qui vont sortir au fur et à mesure. Là, avant de faire l'émission, j'ai regardé au dernier moment voir s'il n'y avait pas un petit truc qui était sorti, mais non. Bah moi j'ai un truc que j'ai vu passer en rapport, du coup à ce que je te disais sur Miyazaki, des indices, comme quoi, et justement ça relie le film que j'ai vu tantôt là. C'est en gros, donc comme ça serait sa dernière œuvre. À l'intérieur de cette œuvre, il y aurait plein d'indices cachés sur d'anciennes œuvres qu'il a fait. Et que par exemple, le truc en équilibre, en fait, il y a 12 pièces. Et la 13e, c'est qu'il est en train de mettre et qui crée le déséquilibre. En fait, Miyazaki, il a fait 12 œuvres. Et là, c'est son 13e film. C'est son 13e film. Ah oui, à ce point-là, ok, intéressant. Ouais. Et du coup, il y avait ça. Et du coup, a priori, alors pareil, j'ai pas tout analysé parce que j'ai vu vite fait passer. Moi, je me suis pas renseigné du tout sur le truc, mais j'ai vu que du coup, ça disait. J'ai pas beaucoup d'exemples à part le truc de Mononoke. Tu sais, les petites bestioles rondes là et blanches là. Il disait que ça faisait penser aux créatures dans La Princesse Mononoke et tout. Et apparemment, dans le film, il y a plein de clins d'œil à ces anciennes œuvres. Par exemple, les grands-mères, elles sont 7. Et ça représenterait les 7 héroïnes de ces 12 œuvres. Du coup, il y a 7 films où c'est une héroïne. Et les 7 grands-mères seraient les versions, on va dire, un peu plus âgées. Voilà. Et, très intéressant. Et l'autre truc... après, il en a fait plein. Et le truc que j'ai remarqué moi-même... T'as le voyage de Chihiro aussi. Attends, tu vas me dire si t'as remarqué d'autres trucs. Mais moi, le truc, j'ai lancé du coup Le vent se lève tout à l'heure. Et dès le début du film, en fait, l'aviateur, du coup, il pilote un avion. Et l'avion, en fait, très clairement, c'est un avion un peu en forme d'oiseau. Et il a le bec jaune, il a le bout des ailes bleues. C'est clairement le héron. Mais très clairement, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, le héron, c'est un clin d'œil pour cette œuvre-là. Et du coup, je me dis, mais ça, il va y avoir des vidéos sur ce film où il va y avoir des clins d'œil pour toutes ces autres œuvres. Mais dans tous les sens. Ça va être un délire. Parce que là, moi, ça m'a sauté aux yeux. Et je dis, putain, c'est une des premières fois. Généralement, quand tu regardes une œuvre et qu'il y a un clin d'œil, et en fait, c'est en regardant l'œuvre que tu dis, ça, c'est limite du fanservice. Ça me rappelle ça. Et là, c'est l'inverse. Je vois un film en amont. Ouais, c'est ça. Et je me dis, putain, c'est l'avion qu'il a là. En fait, c'est le héros dans son œuvre finale. Tu vois. Donc, j'ai trouvé ça trop fort déjà. Et je suis pressé d'avoir toutes les vidéos. Parce qu'il va y en avoir plein de ça. Mais il a un rapport, apparemment, Miyazaki, avec les oiseaux assez fort. D'accord. Il est très... je lisais un truc, en fait, comme quoi, que ce soit au niveau des oiseaux, mais même au niveau du bestiaire tout court, généralement, c'est un des seuls à mettre des animaux ou des insectes qui existent réellement. Okay. Même si l'insecte te paraît totalement étrange ou l'animal, le truc est vrai. Souvent... Ça existe, et même au niveau des arbres qui dessinent dans l'œuvre, les arbres, c'est des vrais arbres. Et même, généralement, il y a toujours un protagoniste du film qui va le préciser, qui va dire, alors, ça passe très bien en fait, c'est pas un peu bateau, où il dit cet arbre-là, c'est ceci, ça passe, c'est dans le contexte, mais il précise l'arbre. Et chaque fois, dans tous ces personnages qu'il fait, ils ont tous un rapport à la nature, ils connaissent les arbres, ils connaissent les animaux. Et ça, c'est assez intéressant. Et même là, dans ce film-là, du coup, Maito, direct, ce qui va le faire peut-être accepter le deuil. Là, pour le coup, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est grâce au pélican
Et c'est en s'intéressant à la nature qu'il va aller dans un autre monde, un petit monde imaginaire. Mais à un moment donné, je me suis demandé s'il rêvait pas, Maito. Si tout ce qu'on voyait, c'était pas un rêve. J'ai pas pensé à ça. Parce qu'à un moment, tu sais, quand il s'éclate la tête, il est couché sur un lit. C'est clair. Et tous les moments où tu vois le héron cendré, c'est des moments où il est un peu dans les vapes. Tu te dis, mais attends, mais... et même à un moment donné, quand est-ce que d'autres gens ont conscience de tout ça, genre ça le aussi. héron, etc. Est-ce que les autres le voient? Est-ce que c'est assez curieux de revoir le film. Si, parce qu'à un moment donné, t'as Natsuko, donc la belle maman, donc la femme de son père, qui va tirer à l'arc, tu sais, avec toutes les grand-mères, sur le héron cendré. Okay, ouais. Mais sauf que ce moment-là, où du coup on pourrait croire que tout le monde a vu le héron, juste après la scène d'après, t'as une des grand-mères, je crois que t'as Maito qui demande à la grand-mère et le héron et le bâton, qui parle de l'arc, je crois. Est-ce qu'il voit sauf transformé que, le héron, quoi. Le héron, peut-être qu'il existe, mais est-ce que la version transformée, je sais pas. Ouais, aussi. Parce que il y a cette scène-là où la grand-mère remet en cause en fait ce que dit Maito, et là tu te dis en fait c'est un rêve. Et sauf qu'après, quand il va rejoindre Natsuko, donc la belle-mère, qui est, je crois qu'il commence à être malade à ce moment-là, et on voit son arc dans la chambre. On te dit, en fait, si, elle a vraiment tiré à l'arc. Mais après, peut-être, comme tu dis, ça se trouve, elle a vraiment tiré à l'arc, mais c'était pas... eux, ils ont pas vu les grenouilles, ils ont pas vu tout ce moment, d'ailleurs, avec les crapauds qui lui montent assez, dessus, mais quelle horreur. c'est clair. C'est assez effrayant, ce moment-là, ouais. Donc, j'ai trouvé... Il y a tout un moment, t'as l'impression que ça pourrait être un rêve. Donc ça, c'est vrai. Intéressant. À voir avec une seconde lecture, est-ce que vraiment ça colle comme un rêve, ou est-ce qu'au bout d'un moment, non, en fait, l'idée du rêve, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas un rêve. Je me suis dit, non, en fait, c'est le truc de la pierre, la pierre où il y a extraterrestre, où il y a un changement temporel quand t'es dedans. C'est ouf, ça. C'est baisé, ça. C'est pour ça que je te parlais que Miyazaki, est-ce qu'il a... maintenant qu'il est face à la mort, je sais pas s'il est croyant, Miyazaki, je connais pas assez le personnage, en fait, pour savoir mais ça a l'air d'être quelqu'un qui, vu ses œuvres, c'est quelqu'un qui doit être très spirituel, mais très varié, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui s'interroge sur la réalité, tout simplement. Et moi, c'est ce qui m'a plu vraiment dans ce film. C'est de nous présenter, en fait... parce que, tu vois, à un moment, il parle, quand il arrive dans l'autre monde, il parle que, tu vois, les petites boules blanches, là, c'est des futurs nouveau-nés. Et tous ceux qui sont là, c'est d'autres gens qui sont morts. Et moi, ça me passionne, en fait. Tu sais, à chaque fois, on en a parlé dans certaines émissions, de s'imaginer qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Moi, je suis totalement ouvert au fait que peut-être que c'est un truc qui dépasse l'entendement. On essaye, nous, via notre prisme de réalité, de ce qu'on ressent grâce à nos sens de la réalité, on essaye d'imaginer, tu vois, des trucs. Mais ça se trouve, c'est un autre délire qui est complètement surréaliste. Oui, qu'on n'a jamais imaginé. Oui, parce qu'on n'en a même pas, on n'arrive même pas à l'imaginer, parce à chaque fois qu'on se fait une projection, on essaye de le coller avec notre réalité, avec ce qu'on a l'impression de connaître de la réalité. Mais voilà, et du coup, moi, c'est ce qui m'a plu dans le fait, en fait, de pas forcément tout comprendre dans ce film. C'est de me dire que, justement, il a été d'aller créer des mondes qui... Parce qu'à un moment, pareil, tu vois, je suis en train d'y penser en y réfléchissant, à un moment... tu sais, quand il arrive dans l'autre monde, il se fait projeter par les pélicans contre un portail et tout le bordel. On lui dit, faut pas rentrer dans ce portail, tout ça. On referme le portail et finalement, on n'y retourne jamais dans ce portail. Ouais. Mais même les morts, tu les vois plus jamais. Oui, on te présente des trucs, mais il n'y a pas plus d'explications. On te lance un univers. Ça, et voilà. Là, ça m'a fait bizarre aussi, ouais. Ça m'a fait... j'ai trouvé ça... Je me suis dit, mais encore une fois, il crée un univers totalement fou. Ouais. Mais en fait, on n'y revient pas du tout. Après, c'est les perruches, presque le royaume des perruches, qui vont prendre le dessus sur tout le reste. C'est le royaume des perruches qui va être... C'est une parcelle, t'as l'impression que c'est une partie de cet univers, mais qui est complètement... voilà. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle à ce moment-là, dans le film, quand il arrive dans l'autre monde, je crois qu'on était presque à 1h15, 1h30 de film. Et je me rappelle, j'avais regardé mon portable à ce moment-là, puis je fais, mais c'est quoi ce film, en fait comment ça se fait Parce qu'en plus, je pensais que ça durait genre 1h30, et je crois qu'on devait être à 1h15 et quelques. Et du coup, je me suis dit, mais attends, on vient d'arriver dans le nouveau monde, parce que dans les Ghibli, dans les Miyazaki, on a souvent l'habitude, tu vois, genre Chihiro, etc. T'as une petite intro qui dure 10 minutes, et direct, t'es plongé dans une réalité totalement alternative. Et là, je me suis dit, mais attends, mais le film, mais
Et là, ça prend vraiment le temps. C'est un truc de Ça ouf. prend vraiment le Je me temps. suis dit, comment il va nous montrer ce monde aussi rapidement ou quoi. Et finalement, ouais, je pense que ça sert le truc parce que il y a plein de questions qui restent en suspense et qui te poussent justement à te renseigner. Je pense que ça sert. C'est un peu comme un Interstellar, un etc. truc, Le d'ailleurs. fait d'être un peu perdu, je pense, en Mais finissant le film, trop. te pousse à aller te renseigner. Moi, c'est typiquement les genres d'œuvres que je kiffe, quoi. Quand vraiment. Parce que je sais qu'il y en a plein qui sont déçus de ce genre de truc, parce que je pense à une question d'ego. Genre, ils sortent à la fin du cinéma, ils ont pas les réponses, bah tu sais, c'est comme si on insultait leur intelligence ou je ne sais quoi, tu vois. Et moi, j'adore ces œuvres qui n'hésitent pas à nous paumer et qu'on a besoin, tu vois, comme Mother, on en avait parlé pour Mother, on en a parlé pour Interstellar, on en a parlé pour plein de Oui, trucs. Mother, c'était l'exemple Oui, parfait. c'est ça. Ouais. C'est normal en fait à la fin de la première séance de pas avoir capté toutes les subtilités. C'est pas grave en fait, faut pas le prendre pour soi. Faut pas dire bah c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Parce que je pense, enfin, là j'ai pas été voir les critiques pour celui-là, mais j'imagine vu ce genre d'œuvre, on en avait parlé à l'époque dans Mother, etc. Je suis sûr ce film, tu vois, j'ai même pas été voir combien il a comme note sur Allociné ou sur IMDb là, ou le truc comme ça. Mais Bah, je crois qu'il est plutôt bien vu. ouais, hein, ça va, ouais. je crois. Ok, bon peut-être que oui. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est. Moi, j'adore. Parce que moi, j'adore, de toute façon, les œuvres qui, une fois que tu sors du cinéma, bah, on te dit continue, ça continue. N'hésite pas à aller te renseigner en plus, quoi. C'est trop bien, quoi. Bah après, ce qui fait que là, je pense. Ouais, quand même, je regarde là, 3,8 sur 5. Ok. Après, Bon, quand même une bonne c'est note, Miyazaki. Oui, après, c'est un. Ouais, c'est quand même une bonne note. Mais il est connu. Donc tu te dis. Parce bon, que genre le vent se tu te lève, dis, il y a il a quand même un 4,1 truc derrière. je crois sur Allociné, comme je suis allé voir avant de le regarder, avant de le lancer, je voulais Ok. voir comment c'était à peu près noté, et 4,1 il a. Mais après pareil, c'est... Moi je suis curieux, toi là on dit qu'il a 3,8, je suis curieux de voir dans 2 ou 3 tiens, ans comment il va la- évoluer, quoi. La presse met 4,2 Ok. alors que les spectateurs sont à 3,8. Ok, Je dirais que les spectateurs sont un peu moins. emballé. Ouais. Bon, après, il y a beaucoup plus de votes côté Ouais. spectateurs aussi. Non, et donc, puis à voir comment ça évolue dans le temps, c'est toujours pareil. Tu sais, il faut toujours se c'est méfier comme de la moi, réaction en sortie Oui. de salle. C'est ça. Mais comme moi, à chaud, quand je suis sorti du. Je t'ai pas dit, va le voir de suite. C'est vrai. Je t'ai dit, Ouais. c'est une œuvre excellente, mais. Alors bon, que moi, je t'ai pas dit alors de que suite. moi Alors je serais curieux de savoir si j'y avais été en premier, qu'est-ce que je t'aurais conseillé. Parce que moi, je sentais le potentiel en fait. Je dirais pas que j'étais emballé de fou à la sortie du ciné, mais je sentais le potentiel et c'est le genre de truc que je kiffe moi généralement. Donc je pense que je t'aurais dit, j'aurais été me renseigner, je pense, avant de te le conseiller à fond, je pense. Mais toi, c'est ce qui s'est passé. C'est que t'as été te renseigner et tu m'as dit, oh putain, Ah bah oui. si on en fait une émission, mec. Mais tu vois, ouais, là je viens de voir un avis qui rejoint ce que tu dis. J'ai presque honte de l'écrire, mais j'ai vécu ce film comme un supplice. Ouais, Je ne suis pas du genre à les casser. mecs sont J'ai aimé toujours la plupart plus, des. quoi. Ouais, non. Toujours plus, quoi. Un supplice, quoi. C'est. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Après, ok, enfin, je sais pas. Mais en plus, il te met. J'ai aimé donc la plupart des précédents Miyazaki. Donc je passe. Aucun divertissement, les personnages non humains sont moches. L'histoire part dans tous les sens. Et fraîchement, on est ressorti avec mon fils de 16 ans, dans le même état. On n'a rien compris, c'est fouillis. Le scénario n'a quasiment aucun sens. Alors ça Ouais. m'énerve. Ça n'a aucun sens. Non, tu prends le temps, il y a du sens. Après, t'aimes ou pas, ok, mais dire qu'il n'y a aucun sens, tu vois. Mais ça, c'est Non, oui. typiquement, tu vois, le Il y a genre de aucun sens. réaction de gens qui n'aiment pas ne pas comprendre. Et du coup, s'ils ne comprennent pas, eh ben, c'est de la merde, en gros. Mais c'est Et pour ça que m'énerve. rien C'est- que oui, alors c'est pour ça que rien que pour le scénario, ça mérite une seconde lecture parce qu'en fait, on se rend compte que quand ils sont dans ce monde de pierre, il y a un changement temporel, ça fait une boucle temporelle en fait. Ouais. Et Miyazaki d'ailleurs, il a jamais joué là-dedans, dans ce délire-là. Ouais. Et en fait, bah, on se rend compte que je crois que c'est Kiriko, je crois que c'est la grand-mère. Ouais. Qui suit en fait Miyazaki dans la tour, Ouais. et bah c'est elle qui chasse la baleine, je crois, enfin le poisson pour nourrir les morts. Ouais, exact, oui. Donc on Ouais. sait qu'en fait voilà. Et pareil, ce que tu disais que tu as vu venir, du coup la mère de Direct, quand j'ai vu qu'il y avait une femme avec des pouvoirs de feu. Et en plus, juste Ouais, avant, je te je dis, crois, c'est la juste maman. avant, il y a la scène où tu te rends compte que la femme qui aide le héros, bah, c'est la mamie qui est rentrée avec lui, C'est ça. plus jeune. Dès que j'ai vu l'autre avec les flammes et tout, et tu sens qu'il y a un petit truc mystérieux, j'ai fait oh là là, ça c'est sa mère. Parce qu'en plus, il nous parle vite fait avant que sa mère, elle a voulu chercher son oncle à l'intérieur et qu'elle a disparu pendant quelques jours et elle est réapparue comme si de rien n'était, etc. J'ai fait bon, ok. Oui. Direct que j'ai cramé que c'était elle, mais pareil, j'ai cramé que c'était elle, mais je savais pas le pourquoi du comment. Oui, le pourquoi du comment. qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas ça que ça reste intéressant parce que et du coup, s'il y a que la lignée de Mahito, il y a que c'est ceux qui ont le même sang qui peuvent rentrer dans la pierre. Et il le précise à mon moment dans le Même film. la grand-mère, là, c'est Mais le même ça veut dire sang. qu'elle- Pour moi, c'était une sorte de servante. Et c'est le même sang. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais, bah apparemment ça fait partie de la famille. Parce que je crois que c'est le grand-oncle qui le précise. D'accord, ok. Ah, ça, je Parce sais qu'il pas. le précise pour lui. Ah, après j'ai un doute. Est-ce qu'il le précise pour lui, pour l'équilibre, ou est-ce que c'est pour tous ceux qui peuvent rentrer dans le monde? Ouais, ça, j'ai pas fait gaffe. Du coup, j'ai un doute. J'ai pas fait gaffe, ça, ouais. Et d'ailleurs, il y a une scène que j'ai trouvée assez particulière à un moment donné, parce que du coup, je disais que les animaux chez Miyazaki, généralement, ils font un peu peur, comme le héron cendré, là, quand il a son nez qui dépasse, quand il se transforme en mi-humain, et il est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et apparemment, C'est clair. d'ailleurs, apparemment dans la version américaine, c'est Robert Pattinson qui fait le héron. Voilà. Petite D'accord. info. Moi, je l'ai vu en VF, Ok. hein, du coup. Oui, moi aussi. D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, ouais. en plus, c'est vrai que quitte à me faire un Miyazaki, enfin un Ghibli, truc comme ça, ou un manga, tout simplement, dans une autre langue en sous-titré, vaut mieux se le faire en japonais. Mais Oui. après, moi, je savais que j'ai Oui, c'est vrai, pris ouais. quand même l'habitude de regarder. Après, la VF était plutôt Ouais, cool. voilà. J'avoue que tout ce qui est animé, généralement, je regarde pas d'animé en sous-titré VO. Hein. Même les mangas, tu vois, où ça pourrait se prêter Ah ouais à du japonais. Non, ouais, il y a quand même un côté. Ah, il y a des mangas, je préfère, moi, Ah ouais parce qu'il y a des mangas, mais ça dépend lesquels, mais des fois, ouais, le doublage est vraiment très stéréotypé. Oui. Et tu sais, parce oui, que c'est vrai. au niveau des émotions, c'est ultra appuyé et tout. Souvent, moi, je Donc sais limite, que ça passe mieux en c'est ça. japonais. Moi, ouais. je sais que par exemple dans Dragon Ball Z, surtout Dragon Ball, tu sens qu'à l'époque, il n'y avait aucune culture manga. Et du coup, quand TF1, etc., pour le Club Dorothée et tout, ils avaient racheté les droits de Dragon Ball, c'était en mode, c'est pour les enfants. Et du coup, tu sens que c'est doublé comme un truc pour enfants. Sauf que Dragon Ball va aller chercher après. Alors, c'est plus dans Dragon Ball Z. Dragon Ball, ça reste assez enfantin et Goku qui est petit. Mais Dragon Ball Z, après, devient beaucoup plus sérieux. Et c'est peut-être ce qui fait le charme aussi. C'est des sujets ultra sérieux. Pourtant, il y a une ambiance un peu enfantine à plein de moments. Et d'autres moments où ça part dans un truc très grave. Mais c'est vrai que des fois, ça peut rebuter au premier abord. Hein, parce que t'as l'impression vraiment de regarder un truc pour gamin, quoi. Alors que Dragon Ball Z, c'est adapté vraiment à tout public. Hein. Mais c'est vrai que le doublage au début, surtout. Mais après, ça s'est arrangé quand même. Parce que là, j'ai pas été choqué. J'ai pas senti qu'il y avait une volonté de faire des expressions de ouf ou je sais pas quoi. Mais je trouve que pour le coup, mais tout ce qui concerne Ghibli, ça va. Ouais. La VF, j'ai jamais trop trouvé que c'était poussif au niveau. Ouais, c'est plus les choses. Peut-être certains personnages encore. Ouais. Donc bon. J'aurais été curieux du coup de voir par exemple, le ouais. héron, parce que c'est vrai que le héron est quand même globalement un peu clownesque. Mais bon, je pense que. Oui, voilà. Peut-être que lui, ça aurait été appuyé. Peut-être. Mais ça passe. Si c'est qu'un seul personnage, tu vois, tu te dis, bon, ça fait partie de cet archétype-là de personnage, ça passerait. Mais ça allait même. Ouais. Et du coup, il y a une scène où, avec les perruches, justement, où, à un moment donné, les perruches arrivent à capturer, justement, la mère de Mahito, ça on le saura, du coup, vers la fin, et du coup, Mahito. On voit Mahito qui est attaché, je crois, dans une salle un peu lugubre. Et là, il y a un contraste, je trouve, entre la perruche, qui a une tête mignonne, pour le coup, qui a des couteaux dans les mains, et le décor, la fresque de peinture, qui est ultra glauque, avec des morceaux de viande et tout. Je me suis dit, mais il n'y a pas la mère de Mahito, quand même. Là, je me dis, je vois, elle a été déjà mangée. Oui, je fais, là, ça part en couille. D'ailleurs, tout ce délire avec les perruches, là, pareil, je sais pas, est-ce qu'il y a une symbolique derrière ou quoi, je sais pas du tout. Non. Ouais, enfin, là, de ce que je sais, moi, encore une fois, voilà. Le mec est quand je sûr dis de non, lui, c'est pas qu'il n'y a pas de symbolique. Non, voilà, c'est que, à ma connaissance, je devrais dire, à ma connaissance, il y en a Et pas. du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant, ces perruches, parce que elles restent mignonnes, en fait, globalement, mais tu sens qu'il y a un truc bizarre, et qui les rend un peu terrifiantes. Alors que quand tu les vois juste en photo, tu dis, bon, elles sont mignonnes. Et ça aussi, c'est intéressant, ça. C'est de garder. Il y a un changement physique. Genre, elles sont beaucoup plus enflées, quoi. Donc, il y a un truc bizarre. Mais elles sont pas en mode ultra vénère. Tu vois, genre, les pélicans ou le héron sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus flippants. Tout à fait, ouais. Que les perruches, je sais pas, il y a un côté. Mascotte un peu. Ça fait des petites mascottes un petit peu. Qui pourtant sont assez Il y a des terrifiantes. petites peluches. Des petites peluches. Mais oui. Ouais. Comme elles sont pas normales. Quand elles emmènent Mahito dans la maison. Ouais, clairement. Ouais. Cette scène, elle est énorme, je trouve. Quand ils font genre, oui, elle est là ta mère. Je crois que c'est ça, ouais. Elle est là ta mère. Elle est sur la table. Allonge-toi sur la table. Ça n'a aucun sens. C'est ça.
Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un sens? Parce que j'essaie de chercher le sens écologique qu'il y a dans cette œuvre. Parce que généralement, il y en a un chez Miyazaki. Et là, à part que peut-être le garçon, ce qui fait qu'il accepte le deuil, c'est qu'il s'intéresse à la nature et au héron cendré. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Mais du coup, est-ce que les perruches, il n'y aurait pas un peu un aspect anti... un peu un côté vegan? Est-ce qu'il n'a pas voulu faire un truc par rapport à ça? Je sais pas. Ouais, moi, je sais pas, parce que moi, ce que j'ai... Là, tu vois, en y réfléchissant, ce que je me dirais, c'est qu'il y a tout ce travail de l'équilibre. Et justement, je pense que les perruches, elles expliquent qu'elles mangent les humains. Je crois qu'à un moment, ils disent elles mangent les humains pour une raison, pour l'équilibre, justement. Et c'est intéressant de se dire que nous, dans notre monde, il est équilibré. Enfin, il y a le règne animal, etc. C'est cet équilibre-là. Mais l'équilibre, en fait, c'est pas un truc universel dans tous les mondes. L'équilibre peut présenter d'autres formes dans d'autres mondes, en fait. Et dans ce monde-là, pour qu'il y ait l'équilibre, il faut que les perruches aient évolué de cette manière-là. Ah, je me rappelle pas de ça, ouais. Non, mais j'en sais rien. Je développe sur ce qu'à un moment il dit. Je crois qu'il y a une petite phrase qui dit. Si. Il y a ça, si. Ce que tu dis là, on le retrouve avec les pélicans. Ouais. Quand Maito aide un pélican qui est blessé. Ouais. À cause de sa mère qui a brûlé les pélicans, parce que les pélicans mangeaient les bébés. Sauf que le pélican dit... Ouais, voilà. Et sauf que le pélican dit, mais en fait, on est obligé, nous. On a été emmenés dans ce monde, et on n'a que ça à manger. On n'a pas le choix. Et ça, je trouve tellement... C'est tellement la justesse de Miyazaki, de faire un truc qui, du coup... Là, le gosse, il se dit, en fait, non, c'est pas des méchants. Oui, exact. C'est juste... Alors c'est un peu c'est l'équilibre. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Il faut ils ont que ça à manger. Et du coup, tu vois que les pélicans, au début où ils pourraient être méchants, en fait, ils le sont pas, ils n'ont pas le choix. Oui, bien sûr. Et alors qu'ils sont présentés totalement en plus, non manichéens. Parce que tu vois, ils l'attaquent quand il arrive. Ouais. Et même ils ont un côté très réaliste. Tu vois, en plus ce pélican là qui est blessé, là, il est tout boursouflé, tout moitié brûlé du coup par la mer. Oui, il saigne en plus et tout. Ouais. Assez terrifiant, mais on te fait comprendre que non. Mais ça, j'aime trop. Je trouve que ce petit détail-là, je le trouve excellent. Parce que c'est tout le côté non manichéen de toutes les œuvres de Miyazaki. C'est que, en fait, il y a une explication. Et souvent, dans ces trucs écologiques, ces valeurs écologiques qu'il présente dans ses œuvres, elles sont généralement, à chaque fois, c'est jamais manichéen, en fait. Il utilise un peu les yokai, un peu la fantaisie, un peu... Ouais, la culture un peu japonaise, mais c'était il y a toujours le même truc dans Mononoke, je me rappelle. On avait fait une émission dessus, de toute façon, donc je me rappelle qu'on en avait parlé de ce truc-là, justement. Parce que Mononoke est très surprenant. Il prend pas parti. Moi, dans mon imaginaire de mes souvenirs de Mononoke, avant de revoir le film pour l'émission, je me rappelle que, pour moi, c'était une fable écologique. Et en fait, quand tu regardes Mononoke, tu te rends compte que c'est beaucoup plus nuancé que juste écologique, en fait. Et que la technologie a toute sa place, en fait. J'avais trouvé ça très fort, pour le coup. Et donc là, c'est vrai qu'il y a tout. Mais c'est ça qui est bon. Et d'ailleurs, Miyazaki disait que tous les personnages qu'il a fait en fait dans ses œuvres ou tous les univers qu'il a fait, c'est parce que du coup, je l'ai interviewé pour faire l'émission. Voilà, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Je t'ai pas précisé. Attends, il arrive. Il arrive. Mais il disait que en fait toutes les œuvres qu'il a faites pour lui, c'est toi tu précisais qu'il y avait un côté spirituel dans ses œuvres. Et c'est vrai. Multi. Et tu n'arrives pas à le cerner exactement. C'est qu'il s'inspire de plein de spiritualités. Mais oui, voilà, tout à fait. Et souvent, ce qu'il mettait dans ses films, c'était un idéal de personnage. Le personnage principal, c'était un idéal que lui-même voulait se rapprocher. Okay. Il aurait aimé être comme les personnages qu'il présente. Ok. À part. Pour celui-là. Bon, ça, il l'a pas dit. Mais oui, ça par contre il l'a pas dit. Mais je pense, c'est son fils. Au vu des théories, en fait. Justement, c'est la première fois que c'est pas lui le héros, quoi. C'est son fils. Quoi. C'est dans une autre théorie, Maito, ce n'est pas son fils. D'accord. C'est Hayao Miyazaki lui-même. D'accord. Qui présente ça comme si c'était l'apparent, oui. Il faut faire le show. Et il faut faire le show. Ouais, ça serait lui-même. Okay. Et là, c'est assez fou parce que le père. Il y a un moment donné, le père de Maito dans le film, on voit qu'il s'occupe d'un truc d'aéronautique. Mais ça va pas plus loin. Moi, je pensais qu'il allait avoir un délire sur les avions et tout. Ouais. T'as des scènes, des fois, elles sont là, et tu sais pas pourquoi. Comme les morts, on disait que les scènes... Il y a un univers qu'on nous présente, et après, c'est plus là. Et on n'en parle plus. Et pareil, la scène de l'aéronautique, je me suis dit, ça va être là, le rapport entre la science et l'écologie, dans mes attentes. Hein. Mais non, en fait, ce qu'on voit sur l'aéronautique, il n'y a plus rien après.
Sauf que si, le père de Miyazaki travaille dans l'aéronautique. Ok. D'où même il a créé l'autobiographie, d'où cette scène. La biographie, Le vent se lève et tout. C'est qu'il a baigné là-dedans depuis le début alors. C'est ça. Et là, c'est vraiment une référence à ça. C'est pour ça qu'il appuie là-dedans. Okay. Et c'est allé plus loin parce qu'apparemment l'œuvre du coup que Miyazaki a faite. Et c'est pareil. Est-ce qu'il a pas perdu sa mère par exemple? Non, du tout. Okay. Alors je me suis renseigné du coup pour savoir parce que c'était pas forcément précis dans la théorie, donc je suis allé un peu scruter sa bio. Et non. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc sa mère est décédée bien. Alors si, il y a un truc qui s'est passé, c'est que effectivement Miyazaki a vécu les bombardements américain. Parce que du coup, il est né en 41, c'est ça, Miyazaki. C'est ça. C'était vraiment le début. Et il a vécu ça. Donc la scène du début, ça, il l'a vécu. Et il a vécu le fait de devoir déménager pour aller en campagne. Okay, ouais. Après, dans sa famille, il n'y a pas eu de décès. Ah ouais, okay. Mais sa mère a été malade. Elle a chopé, je crois, une variante de la tuberculose, un truc comme ça. Je sais plus trop. Et donc elle était malade pendant un temps et donc elle allait souvent au chevet de son lit. Et du coup à ce moment-là, quand j'ai lu ça dans sa bio, bah ça m'a fait penser un peu au moment où Maito va voir sa belle-mère qui tombe malade aussi. Est-ce qu'il n'a pas fait un lien par rapport à ça? Même si du coup c'est pas là, c'est la belle-mère dans l'œuvre, mais est-ce que ça c'était pas des trucs qui lui rappelaient certaines choses, bien sûr, sachant que la tour où il y a le grand-oncle qui est dedans, qui s'occupe d'un monde, cette tour s'est inspirée de la tour fantôme. C'est un manga qu'adorait Hayao Miyazaki quand il était plus petit. Ok, d'accord. Donc il y a vraiment il y a plein de symboliques. Et c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, moi j'ai vu passer des dessins en fait où tu avais par exemple un couloir en fait dans le voyage de Chihiro et il le superposait au couloir quand il rentre dans la tour fantôme. Et c'était la même chose. Okay. Et donc il y a énormément, apparemment, je pense que ça va sortir là, au fur et à mesure, comme c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais on va voir plein de dessins en fait qu'il a dû reprendre pour l'incorporer dans cette œuvre. Et c'est peut-être pour ça aussi que des fois il y a des univers qui nous paraissent, ou des scènes, on se demande pourquoi elles sont là, mais en fait on va le savoir après. Ouais. Ou là, comme pour le père, l'aéronautique, du coup, ça a son importance. C'est ça. On sait que... déjà, moi, le truc que j'ai remarqué, en fait, les limites, ça m'a donné envie de revoir tous les Ghibli. Parce que je t'ai dit, là, j'ai juste allumé Le vent se lève pendant 1 heure, et c'est le truc qui m'a sauté aux yeux. Cet avion, c'est clairement le héron, quoi. Et je me dis, mais il y a plein de clins d'œil de ce genre-là, en fait. Ça va être passionnant. Vraiment, ça va être passionnant de noter tous les détails comme ça. Oui, mais trop. Et du coup... ce qui a été vite... alors là, pour le coup, c'est pas une théorie, ça a été un fait qui a été vite remarqué, c'est que l'œuvre de Miyazaki est inspirée d'un livre qui est sorti en 1930 au Japon. Okay. Et c'est un homme en fait, qui a écrit un bouquin sur un collégien qui s'intéressait en fait aux autres parce qu'il a sorti le bouquin du coup pendant la période nazie, okay. Évidemment. Là, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce monsieur a sorti ce bouquin pendant la période nazie pour essayer de montrer aux gens les valeurs de tolérance, tout l'opposé en fait de ce que représente le nazisme. Et du coup, ce livre a été interdit. Et le mec a été emprisonné. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'au Japon, ce livre est ultra connu parce que ça a été le livre interdit. Et c'est un livre qui représente des fondements en fait de l'humanité, de bienveillance. Du coup, ça m'a donné envie de le lire, le livre. Et je crois qu'il y a même un manga qui a été sorti, inspiré de ce film. Ils l'ont fait en manga. En manga animé. Donc ça peut être super intéressant. Et du coup, Miyazaki a reçu ce livre de la part de sa mère quand il était petit. Et apparemment, peut-être que ça aurait joué en fait sur son côté un peu bienveillant. On sent qu'il est, depuis le début, les œuvres de Miyazaki, elles sont quand même assez vieilles. Genre Princesse Mononoke, ça parle déjà de féminisme et tout. Ultra. C'est quand même assez hallucinant. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas ce livre-là qui aussi lui a permis peut-être de s'intéresser à tout ça et d'être à l'opposé justement de l'intolérance, du racisme, etc. Et dans l'œuvre du coup Le garçon et le héron, le petit garçon, Maito, reçoit un livre qui a été laissé par sa mère, et ce livre, il s'appelle « Et vous, comment vivrez-vous ?» Je crois que c'est ça. Et c'est le livre qu'a reçu Miyazaki quand il était plus jeune. Et c'est
Le Garçon et le Héron est donc inspiré de ce livre-là. C'est à peu près la même chose, sauf que dans le livre... Oui, parce que c'est vrai que pareil, Le au gars- moment où il reçoit ce livre, Ouais. tu te dis que ça va... Il Tu sais, commence- généralement, dans n'importe quel film, quand le héros il reçoit un livre, c'est un livre qui va avoir une putain d'importance dans la suite du récit. Et là, Oui, finalement, alors que là, pas du tout. il le reçoit, c'est le clin d'œil, quoi. Le mec s'est fait plaisir Ouais. sur son film. Ça se trouve, même, il y a des trucs que seul lui va comprendre dans ce film. Ça, je trouve ça Peut-être totalement aussi, fascinant. ouais. Il y a des trucs que nous, on essaye d'interpréter par rapport à ce qu'on connaît de lui. Mais à mon avis, il y a plein de trucs. Parce que je me demande, en fait, je serais même curieux qu'il y ait vraiment une interview ou je sais pas quoi. Mais c'est fascinant, en fait, de se dire que c'est un mec dans le monde qui est considéré comme un génie, vu les œuvres qu'il a produites. Non, mais c'est vrai, il n'y en a pas 36, tu vois, des mecs qu'on peut dire, oui, c'est un génie. Clairement. C'est Miyazaki, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce mec-là a créé quelque chose de fou, quoi. Et d'avoir une œuvre donc de ce génie, alors lui je sais pas comment il se considère, hein, tu vois, mais une œuvre où le mec il est face à la mort, il va quitter le monde des vivants, et le mec il crée son œuvre un peu ultime, parce qu'il y a eu plein de trucs comme ça où on disait c'est l'œuvre ultime de tel ou tel, ou des fois des mecs qui sont morts trop tôt alors qu'ils étaient en train d'écrire un truc de fou, et là t'as l'impression que t'as un peu cette œuvre qui va être décryptée pendant des années et des années avec plein de messages cachés, cryptiques. C'est énorme, c'est vrai. c'est énorme. Je pense que avant tout, il a dû le faire Parce que pour lui. moi il s'est fait vraiment, plaisir. le truc moi c'est le truc qui m'a vraiment rendu fou, c'est ce truc que le mec était en train de mettre en équilibre les 12 pièces et la 13e, il n'arrivait pas à la positionner, c'est ce qui crée le déséquilibre. Et de se rendre compte qu'il a fait 12 films avant celui-là, tu te dis... Oui, en fait, là, direct, ça te dit... un impact C'est énorme. ça, et c'est un truc qui est pas du tout... Enfin, dans le film, je crois qu'il faut les compter soi-même. Il le dit pas lui-même qu'il y a 12 pièces. Il faut les compter qu'il y a 12 pièces. Et je trouve que du coup, ça invite justement chaque détail, à mon avis. Si lui a conscience de ça, que c'est son dernier, parce qu'il a 82 piges, est-ce qu'il se le dit? Je sais pas l'état d'esprit qu'il a, le gars. Et peut-être, est-ce qu'il a, il a le recul de se le dire, tu vois? De se dire, oui, là, c'est son... Après, lui, il a dit peut-être que vous n'avez pas compris le film. Moi non plus. Oui, ça veut dire quoi, Et ça du coup, peut-être qu'il a. Enfoiré. Mais je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est clair. Mais peut-être il a inséré un maximum de trucs, de souvenirs, hein, la Tour Fantôme, le livre, plein de choses. Et peut-être que ça a rendu son film, son scénario ambigu, alors qu'en fait, il l'est pas. Hein. Je dirais même que faudrait avoir une seconde lecture pour le scénario. Ouais. Et il faudrait avoir une troisième lecture pour mettre pause et relever les symboles limite que tu peux voir qui seront liés à Miyazaki. Comme le truc des 12 pierres. Ouais, c'est clair. C'est fabuleux. Ouais, c'est clair. Après, ça voudrait dire qu'il ferait pas de 13e œuvre. Bah si, c'est celle-là la Mais 13e. je C'est sais pas. celle-là la 13e, justement. Là, c'est son 13e Ah, film. c'est celle-là, la c'est son 13e. 13e film. Ah oui, oui, c'est oui. ça, c'est son 13e Ah film, ouais. et donc ça serait vraiment la dernière, quoi. Et Qui bah oui, voilà. pourrait créer Parce le qu'il y a des bruits de déséquilibre, couloir, hein. Comme quoi ça serait pas le dernier des derniers. Mais je sais pas. C'est Je sais toujours pas si c'est c'est ça. ça. Comme il avait déjà annoncé que c'était son dernier, mais après là, ça ressemble. Pour le coup, si sa dernière œuvre c'était Le vent se lève, c'est une biographie. C'est un truc, je crois que c'est le truc le moins personnel au monde, parce que c'est vraiment raconter la vie d'un autre gars. Là, par contre, ce film-là fait vraiment figure, je trouve, de dernière œuvre. Parce que tu sens que c'est cryptique, tu sens que ça parle de lui, tu sens que ça parle du deuil, tu sens que ça parle de la transmission, tu sens qu'il y a des clins d'œil à toutes ces autres œuvres. Là, il y a vraiment, je trouve, limite, en fait, il ne faudrait pas qu'il en fasse un autre, même pour l'œuvre globale de sa vie, tu vois. S'il rajoutait un truc, imagine, c'est un autre film qui a aucun rapport, c'est une autre biographie ou je sais pas quoi. Tu sais, ça... Là, t'as l'impression que c'est complet, Oui, là, en fait. Là, oui. c'est complet, et maintenant, le dernier film, vous avez passé des années à le décrypter. Mais ça se trouve, on Ouais, mais va trop, continuer à le mais trop. décrypter une fois qu'il sera mort, tu vois. Et je trouve ça c'est un symbolique de ouf, je trouve. Donc, Oui, parce qu'il y a même des symboliques, je pourrais pas dire ce que ça signifie, parce que dans les légendes urbaines, c'est bien les pélicans qui amènent les bébés. C'est pas ça? Oui, alors C'est ça les c'est pélicans, très c'est les- alsacien, je pense, mais est-ce qu'au Japon c'est Je la même crois. chose? Je sais pas. Alors que là, ils vont bouffer. Ça, Mais ils là, vont il a bouffer. fait du coup l'inverse. Ils vont bouffer. Voilà, Oh, les pélicans viennent putain, bouffer les bébés. Putain, ouais, j'y avais pas pensé à ça. Et alors, est-ce qu'il a pas. Je sais pas. Quand j'ai. Je Oh, sais putain, pas. bah oui, Après, pourquoi c'est pour le ça choix va des être intéressant. pélicans? Oui, mais je te jure, ce film. Oui, à mon voilà. avis, oui. Est-ce que c'est pas lié à. Donc ça. Ouais, c'est pour ça Tu que vois, ça en fait en une- parlant, Et quand j'ai en vu parlant, on se pose toutes des les infos, questions. ça me Oui, réjouit. c'est clair. Rien qu'en parlant, parce que Et moi, même depuis là, le ouais. début de l'émission, t'as vu le nombre de théories que je t'ai sorties. Alors, je sais même pas ce qui est crédible, parce que je dis des conneries, hein, mais c'est des interrogations. Moi, j'adore ce genre d'œuvre. C'est trop bien. Ce soir, on dit de la merde, mais tu vois, là, le truc de dire que les pélicans, ils bouffent les futurs nouveau-nés.
Est-ce que ça n'a pas un Ouais, rapport qu'est-ce que ça signifie du coup avec Ouais. ça se peut de fou en fait. Je vois pas pourquoi. Enfin, ça serait bizarre que ce soit du Pourquoi les hasard, pélicans, quoi. du Oui, c'est coup ça. Donc si, Bah ouais, c'est ça. j'imagine que c'est lié. Mais alors, c'est quoi comme symbolique? C'est quoi comme C'est trop bien. Moi, je surkiffe. J'adore. Je trouve ça trop bien. Et ouais, mais oui, c'est trop bien. Parce que C'est tu pour te te dis, dire- mais après, en c'est plus, vrai que je j'ai trouve- vite changé d'avis. Ouais, mais c'est Quand ça. j'ai Mais vu toutes les infos que tu peux avoir. c'est ça. Et puis ça montre en Mais fait bon. ce genre de détails qui semblent insignifiants au premier visionnage. Hein. Mais quand tu t'en rends compte, Oui, et ben oui, du coup, oui. ça te pousse à avoir envie d'aller gratter. Parce que tu te dis, c'est pas possible que ça soit du hasard. C'est la coïncidence, Oui. sinon. Voilà. Donc là, je suis sûr qu'il y a un symbole, du coup, j'ai envie d'aller gratter, tu vois. Et du coup, ça te pousse à aller gratter sur tous les autres trucs du film. Et c'est pour ça, à mon avis, on va découvrir des trucs avec le temps. Et ce film, à mon avis, Je suis pense. curieux de voir comment il va vieillir. Je pense, mais, hein. ouais. Et du coup, bah, quand il s'est inspiré du livre, là, et vous, comment vivrez-vous bah, à la base, le livre, c'est le collégien, du coup, il est sous la tutelle de son oncle. Ok. C'est parce que c'est le père qui est décédé. Ok. C'est la petite nuance, en fait. Et c'est pour ça que j'ai essayé de chercher pourquoi il a voulu, peut-être après, juste pour le bien de son œuvre, hein, qu'il a voulu changer et qu'il a fait en sorte que la mère soit décédée et que le père. Ah si, il y a un truc que j'ai vu. Ouais. Alors, je sais pas ce que ça peut valoir pour l'œuvre, mais Miyazaki, il a dit qu'il a jamais été trop proche de son père Ok. et qu'il n'a jamais eu de grandes discussions avec lui. Et au début, il avait un peu comment dire, une image de son père qui était dévalorisante. Ok. Il n'aimait pas trop son père. Et suite à la mort de son père, il a regretté de ne pas avoir eu des discussions plus profondes. Parce qu'à part le fait qu'il s'occupait de l'aéronautique et que... alors est-ce que... Je sais pas, est-ce que le choix... Je sais pas à quel pour âge son ses œuvre. parents sont morts à Miyazaki, ce serait intéressant de savoir ça. Alors, parce que moi je sais que ça c'est C'est vrai. c'est vraiment ce truc là de putain, j'ai pas pris assez de temps pour discuter avec cette personne avant qu'elle meure. Je l'ai eu avec mes grands-parents. Je sais que mon grand-père, Oui. il a vécu, il était assez âgé pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il a vécu des trucs parce que il habitait à Royan, en France. Hein. Et Royan, c'est une ville qui a Mhm. été totalement bombardée et totalement détruite. Aujourd'hui, c'est une ville très neuve. Il n'y a pas de vieux bâtiments à Royan parce que tout a été rasé en fait à l'époque. Et on sait que mon grand-père a vécu là-dedans. Sauf que c'était quelqu'un qui Ok. parlait pas beaucoup. Même ma mère, en fait, c'est son père. Elle sentait que ce sujet, fallait pas en parler. Et du coup, c'est vraiment des trucs. Moi, j'étais gamin. Quand il est parti, j'avais à peine 18-19 ans. Donc je sortais, c'est peut-être au moment où j'aurais commencé à poser des questions. Je sais qu'après le décès de mon grand-père, j'ai posé des questions du coup à ma grand-mère. Ça m'a servi aussi à ça. Mais Ok. oui, c'est vraiment tu dis que c'est des gens qui ont vécu des vraies expériences et tout, et tu dis mince, une fois qu'ils sont partis, tu dis. Ouais, c'est dommage de passer à côté de ça. Après, Ouais, c'est dommage, vrai. mais en même temps, quand t'es gamin, Seconde Guerre Ah non, mondiale, mais c'est quand pas t'es du gamin- tout le truc que je pensais parler. C'est ça. Mais une fois que tu vieillis, C'est ça, non, et que mais... tu te rends compte de tout ça, tu te dis merde, putain, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Hmm. Mais je regardais justement là pour voir un peu quand son père était décédé, mais il est décédé assez vieux quand même. Il avait 72 ans, il est décédé en juillet 83. Ok. Donc il aurait eu le Parce que temps 42 ans, quoi, donc oui. potentiellement. Oui, non, bah, bien sûr. Bah, après, oui, je Ouais. pense que c'est des questions que tu peux te poser, oui, ça c'est clair. Surtout quand tu as, de toute façon, c'est une toujours éducation pas- un c'est toujours peu, pareil. un peu rude, je pense que. Oui, aussi, ouais. Justement. Ouais. Et puis c'est souvent quand la personne est décédée que tu te dis mince. Malheureusement, c'est souvent ça. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu faire ça, je l'ai pas assez vu, donc. C'est vrai, c'est vrai. Et sa mère, du coup, elle est décédée en Mais quelle est-ce que année voilà, et sa mère, alors parce que elle a guéri de Oui, du coup, elle a guéri, cette alors, ouais. fameuse Ok. tuberculose, ouais. Fais les recherches en direct, hein, comme ça. Et oui, voilà, c'est vrai que C'est Et intéressant alors, aussi, ça, à savoir. c'était le mal du pote dont elle était malade, Ok. et c'était entre 47 et 55. Ok. Donc Et c'était pas longtemps après qu'ils aient déménagé, Ouais. mais j'ai pas Yoshiko. Apparemment, plusieurs personnages des films de Miyazaki sont inspirés de sa mère. Ok, bah parce Ça, que c'est fou, d'ailleurs, ça se trouve dans Mon voisin Totoro, est-ce que c'est Miyazaki? Parce que Mon voisin Totoro, il n'y a pas un délire comme ça. Je crois que la mère, elle est malade et elle finit par décéder. Et justement, il se retrouve qu'avec le père dans cette baraque à il me semble qu'il y a un c'est délire vrai. comme ça avec Mon voisin Totoro. Là. Est-ce que c'est Bah, lui? c'est lui, C'est hein. lui? C'est lui. Oui, c'est lui. Mais C'est il me lui. semble qu'il y a une maman lui. au tout C'est début. Il y a la Miyazaki. maman est malade. Elle doit mourir parce que moi je me rappelle de cette image de. Elle vient avec son petit frère, je crois, et avec le papa.
j'ai cette image-là dans Mon voisin Totoro. Tu vois, j'étais Bah, tellement non, mais longtemps que je l'ai pas ouais. vu, Mon voisin Totoro. Mais j'ai cette image-là. Donc ça, c'est peut-être pour parler de la maladie de sa mère. Et sa mère, bah, du coup, je serais curieux quelle année elle est morte pour voir à quel âge ça a pu l'impacter ou quoi. Mais non, je vous ai dit une bêtise, vous voyez, heureusement qu'on Ah. vérifie. C'est sa mère qui est morte en 1983, qui est morte en juillet à l'âge de 72 ans. D'accord, ok. C'est sa Ok. mère. Et donc son père, il était décédé plus tôt. Ok. Mais ça, j'aurais dû noter. Alors, il est décédé en 93. Ah non, bah plus tard alors. Et il avait 60. Ouais, non, 93. Ok. 93 et ouais, plutôt 10 ans La plus mère, tard. Ok. Ok, bon voilà. Et la mère en 83. Ok. Oui, on essaie de. Là, on analyse en même temps avec vous. Oui, mais de toute façon, potentiellement, oui, mais c'est ça, mais de toute façon, on connaît pas mais la il vie va y par avoir cœur trop de choses. Miyazaki, donc oui, c'est. Non, du tout. Non, c'est. Mais c'était intéressant de voir sa bio justement pour voir les rapports avec. Et même ça se passait mal à l'école. Miyazaki avait eu une maladie, Ok. Hayao Miyazaki, hein, Ouais. et on lui avait dit que à l'âge de 20 ans, il allait mourir. D'accord. Et du coup, à l'école, il était un peu considéré comme un paria. D'accord. Et encore une fois, le petit Mahito, j'ai l'impression qu'au moment donné, il est un peu considéré comme un paria aussi. Il se bat avec les autres. Il est vraiment différent au niveau du design des autres. Ouais. Tous les autres, ils ont un crâne rasé alors que lui, il a des Oui, cheveux. C'est vrai. Et, Et souvent, dans les donc, mangas, là, j'y ai pensé quand j'ai regardé Mhm. le film. Tu vois que les autres gamins, tu sens que c'est des têtes de cons parce qu'ils ont ce crâne un peu rasé. Et je sais que dans plein de mangas, ce type de personnage, tu sais que c'est une petite tête de con. Ça m'a fait Oui, marrer d'avoir oui. ces archétypes. Souvent, on en avait parlé, hein, dans les mangas, il y avait beaucoup de personnages qui étaient assez caricaturaux. Ils ont des têtes et Ouais. ils représentent ce qu'ils sont dans leur caractère, tu vois. Et là, direct, j'y ai Ah ouais, pensé. clairement. Et puis après, bon, il se fait bolosser, tu le sens direct. Hein. Mais après, en plus, il y a des raisons quand même. Parce que tu vois, il y a tout le délire où c'est des enfants pauvres. Et lui, comme il déménage, mais tu sens que son père est assez aisé, parce qu'il est patron de toute façon de cette boîte-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, L'aéronautique. tu sens que c'est pour ça qu'il se fait un peu bolos. Parce que quand il débauche, tu vois que les gamins, carrément, ils sont en train de travailler dans les champs après l'école, quoi. Et lui, il arrive. Oui, parce que- c'est pour ça qu'il se fait frapper, en fait. Bah oui. D'ailleurs, oui, il l'emmène en voiture. Et il dit, Oui. tu vois, on va impressionner tes camarades, on va y aller en Pas voiture. les impressionner. C'est vrai qu'il y C'est a à ça. cause de ça qu'il se fait frapper. C'est parce que faut pas les impressionner. C'est des enfants pauvres. Et d'où t'arrives avec la bagnole, bien habillé, etc. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça qu'il se fait frapper et qu'après Ouais, ça- il se frappe lui-même pour aggraver le truc. C'est Je ça, pense qu'il même c'est il ça. doit sentir que de toute façon il va se faire bolosser toute l'année en fait à l'école. Forcément. Là, il est Ouais, arrivé ouais. dès le début, gosse de riche, c'est fini quoi. Bah d'ailleurs, je l'avais mis de côté, les cette étape du deuil, mais je l'ai même pas Ouais. dit. Parce que ça pourrait représenter clairement. Ah oui, bah vas-y, ouais, si tu les as parce pour voir si ça correspondrait au film du coup. Alors, je l'ai noté là, les amis. Et d'ailleurs, un petit truc que je vais dire le temps que je vais mettre la recherche, hein, parce que on laisse pas de blanc nous ici, on est au taquet, au taquet chez Au coin du feu. Il y a du coup Takahata, donc celui qui a fait donc, le tombeau des Lucioles. Il y a une théorie comme quoi, vu que ça a énormément touché Miyazaki, et que Miyazaki, à travers ce qu'on vient de dire, il pourrait être Mahito, Ouais. et à la toute fin, le grand-oncle, ce ne serait pas le rapport Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, ce serait le rapport Takahata, Hayao Miyazaki. Le grand-oncle, en fait, ce serait le symbole de Takahata, Ok. et qu'il aurait, il aurait transmis ses œuvres, mais enfin, c'est un mentor, clairement. Il lui a appris beaucoup de choses, c'est ce que dit Miyazaki, mais suite à son décès, en fait, à Takahata, il n'est pas après dans l'obligation de continuer en fait Studio Ghibli. C'est comme si ça lui permettait de faire son deuil. Il n'est pas là pour. Ok. C'est pas parce que Takahata est décédé qu'il doit Ouais, continuer. après ils ont beaucoup travaillé Il y a un en délire comme ça. parallèle quand même, donc je pense que. Après, je pense que Ouais, sinon, la vie, c'est mais un il- éternel cercle. Hein, de toute façon, il a eu son mentor et il aura ses successeurs. Donc, je t'avoue qu'en C'est tant ça, que dernière c'est ça. œuvre, moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur lui qui transmet justement ses œuvres. Enfin, moi, le truc Ouais, de à 12 son- pièces, c'est clairement ces 12 œuvres. Ah oui, et- trop. oui, pour moi, c'est Mais tu- vraiment Miyazaki, c'est le grand-oncle, hein, globalement. Mais tu sais qu'ils sont allés plus loin dans cette potentiellement, le héron cendré, ça serait le producteur.
parce que le producteur qui a travaillé avec Takahata et qui travaille avec Hayao Miyazaki, lui commence à s'inquiéter. Et il cherche quelqu'un qui va, voilà, un successeur. Ah, est-ce que le héron était là pour justement pour représenter le producteur, qui est celui qui veut absolument trouver un successeur et qui pousse du coup Maito à aller à succéder au grand-oncle. C'est lui à la base qui le pousse. Ouais. Et est-ce que lui, ça serait pas une représentation du coup du producteur? Parce que pourquoi il a fait ce choix d'avoir un héron qui se transforme en humain dégueu, à moitié méchant, à moitié perfide? C'est quoi ce choix? C'est vrai. Pourquoi Ouais. Alors qu'ils deviennent amis après. Oui. Donc il y a ce rapport peut-être qu'Hayao avec son producteur, un peu ami des fois, cette animosité peut-être, je ne sais pas. Est-ce que oui, et puis est-ce que justement la solution au début les deux font duel, genre le créateur et le producteur s'affrontent. Et petit à petit, en fait, la solution, ça serait que les deux s'accordent, parce qu'un créateur a besoin de producteur et un producteur a besoin de créateur. Et si les deux font pas équipe, ça détruit le truc. Donc ça peut être un délire aussi là-dessus. Hein. Ouais, trop. Ouais, c'est clair. Mais après, je trouve putain, mais c'est lui trop violent ce film. En fait, on va refaire une émission dans un an. Mais pareil. Ah oui, avec toutes les nouvelles théories. Non mais oui, parce que là, ça colle de fou en fait. Parce que là, en fait, j'ai envie de revoir le film. Parce que ce délire de... Avec ces données-là. Non mais oui, mais genre même, est-ce que dans ce film, il a pas donné des conseils pour préserver la qualité des films des studios Ghibli? Et que par exemple, ce truc-là du producteur et du créateur, est-ce que c'est un des premiers conseils? C'est qu'il faut pas que les deux s'affrontent, faut que les deux s'allient. C'est la solution, parce qu'on le sait, on l'a vu. Hein. Un créateur tout seul, forcément, il n'arrivera pas à produire ce qu'il veut. Mais un producteur tout seul, pareil, il produira que de la merde. Donc les deux ont besoin de s'allier. Donc déjà, c'est pas un premier conseil, mais du coup, s'il y a ce premier conseil qui est assez obvious dans le film, est-ce que du coup, il n'y a pas plein d'autres conseils que même nous, le public, on les notera pas, mais est-ce que les successeurs justement de Miyazaki, eux, réussiront à prendre des conseils dans le film? Putain, c'est fou. Oui, mais d'ailleurs, plutôt dans l'optique, comme quoi, Miyazaki, du coup, c'est pas Maito. Et ça serait peut-être lui au début, mais à la fin, en fait, Miyazaki, c'est le grand-oncle. Et du coup, Maito devient le fils au niveau symbole de Miyazaki. Et justement, le rapport entre le héron cendré, qui serait le producteur, et le fils, Goro Miyazaki, est intéressant. Okay. Est-ce que les deux... en fait, Goro... peut-être que le producteur l'a poussé à continuer aussi, on sait pas, tu vois. Est-ce que Goro déjà de base voulait faire autre chose et le producteur l'a poussé à suivre en fait les traces de son père, parce que le producteur clairement là il a plus personne. Si Miyazaki arrête et Takahata n'est plus là, il faudra qu'il trouve d'autres personnes. Et si Goro Miyazaki tel qu'il est parti, il fait du 3D et il reprend pas le délire un peu Ghibli, le producteur il doit flipper un petit peu. Est-ce qu'il n'y avait pas ce rapport là aussi? Si tu prends l'idée que Maito c'est le fils, donc c'est Goro Miyazaki, est-ce que c'était pas le rapport entre le producteur, le fils, je sais pas. Tu peux prendre de plusieurs angles différents en fait, et c'est assez dingue, je trouve. C'est assez dingue. C'est clair, putain. Parce que là, tu vois, j'étais en train de regarder la femme de Miyazaki, mais je trouve rien du tout là-dessus. Est-ce que sa femme, je sais pas, est-ce qu'elle est toujours vivante, est-ce qu'ils sont toujours ensemble, etc. Je suis en train de regarder, mais je trouve rien sur elle. Donc bref, non mais ce film va être passionnant à ce niveau-là. C'est pour ça, allez le voir, apportez votre petite pierre à l'édifice, parce que moi j'adore, même là en commentaire, laissez-nous des commentaires sur vos théories qu'on est totalement passé à côté, parce que c'est sûr, vu que le film a l'air d'avoir plein de petites pistes, et je pense que des fois il y a des trucs même dans des détails, vraiment ça va jouer sur des petites symboliques. C'est ça, de toute façon le truc des pierres c'est hallucinant. Tu vois, j'étais passé à côté ça en plus des trucs des pierres, je l'ai pas vu. Mais moi j'adore, moi j'aime beaucoup toutes les théories, etc. J'adore, tu sais, quand même des fois là on a dit des théories qui des fois sont peut-être même tirées par les cheveux, tu vois, on n'en sait rien. Mais j'adore, bien sûr. Ce truc des pièces, des pièces, qu'il y en ait pile poil 12, et que la 13e, c'est pas un hasard du coup. Là, tu sais que oui, il a mis de la symbolique là-dedans. Et à vous de gratter. Ça, j'adore quand c'est ça. Quand tu sens qu'il y a un truc cryptique et que le créateur, il met un truc où il n'y a pas de place à la coïncidence. Si j'ai fait ça, c'est qu'il y a vraiment un truc à gratter. Ça, je trouve ça tellement bien. Parce que des fois, tu sais, c'est chiant. Des fois, il y a des trucs qui semblent cryptiques. Mais parce que ça, c'est une technique aussi de narration. On en avait pas mal parlé avec J.J. Abrams pour les Star Wars. C'est qu'il y a une technique de narration, c'est de créer plein de mystères, plein de trucs cryptiques. Mais l'auteur lui-même,
n'a pas les réponses. C'est J.J. Abrams, c'est ça. Hein. C'est pour ça que la dernière trilo Star Wars, ça a fait tant parler. C'est que le premier film t'amène plein de mystères, et puis après, démerdez-vous pour y répondre. et là, moi, ce que j'aime bien avec Miyazaki, c'est que tu sens que... Alors, peut-être pas tous ces mystères qu'il a glissés, mais tu sens que la plupart, il les a pas écrits par hasard. En plus, si c'est sa dernière œuvre... Alors peut-être qu'il est taquin, et que la dernière œuvre, le mec, il a glissé des trucs qui lui-même n'a pas la réponse, parce que ça correspondait à la phrase, remarque, qu'il a dit. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Et ça se peut. Mais du coup, qu'il y en ait où tu puisses te raccrocher, en fait, je pense qu'il faut un mix entre les deux. Qu'il y ait certains mystères qui n'aient pas forcément de réponse comme ça. Tant qu'il n'y a pas de réponse, il y a du débat, il y a de l'interprétation. Et il n'y a pas un moment où on s'arrête et non, c'est ça la réponse, fin, on passe à autre chose. Oui. Mais qu'il y ait certains trucs qui, eux, il n'y a vraiment pas de coïncidence, c'est un truc qui est prévu. C'est le mix entre les deux doit être assez cool. Oui, parce que je repense à l'univers des morts, encore une fois. Est-ce que peut-être, dans sa tête, c'était une œuvre qu'il aurait voulu écrire, une œuvre future, mais du coup, il n'aura pas le temps de l'écrire. Et du coup, il les a mis, il les a implantés là, comme ça. Et puis basta, même les perruches, à savoir, est-ce qu'il y a un délire avec l'antispécisme, le rapport entre les humains et les animaux, je sais pas. Je sais pas, mais ça peut être intéressant. Est-ce qu'il a pas mis des trucs, du coup, on n'en verra pas le sens dans les autres qu'il aurait voulu faire et qu'il a pas fait. Parce que dans ses autres œuvres, la cause végétarien, vegan, il en parle dans ses autres œuvres. Ça me dit rien comme ça. Il me semble pas. Mais vu que après, il parle du consumérisme, se rapprocher de ce qu'il aimerait être. Quand même du consumérisme. Ouais, aussi. Être végétarien, vegan, des fois c'est pas forcément pour la cause animale en priorité. Des fois c'est tout simplement pour la surconsommation de viande. En fait, c'est ça qui pose problème. Ça, c'est clair qu'il défend cette cause. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça serait intéressant de voir. Ou peut-être après, pareil, la baleine qui nourrit du coup les morts. Ça, je sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la culture japonaise, dans le folklore japonais? Est-ce que c'est pas lié à des yoko, des yokai? J'ai dit yoko maintenant. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que Princess Mononoke, c'était quand même rempli de choses, et donc là, est-ce que c'est pas le cas aussi? Ça, je sais pas. Ça serait intéressant de voir aussi. Et du coup, je regardais pour sa femme, donc elle s'appelle Akemi Ota, mais il n'y a pas beaucoup de données. Ouais, mais elle a pas de. Est-ce qu'elle est décédée déjà tout voilà. Non. Ok, d'accord. Ok. Elle a même elle a participé à des films d'animation. Elle a travaillé pour le studio Toei. D'accord. Et c'est là qu'elle a rencontré le futur réalisateur Hayao Miyazaki. D'accord. Ok. Et ils ont eu 2 enfants. Ok. Donc voilà. Et pour cette étape du deuil, parce que du coup, entre-temps, j'ai pu le remettre. Du coup, en premier, il y a le choc. La première émotion lors de la perte d'un être cher. Première scène. Là, je pense que première scène, ouais, voilà. Le déni. Donc là, à voir, parce que est-ce qu'on l'a dès le départ, quand il rencontre sa belle-mère, ou est-ce que c'est bien plus tard, quand il voit au début, sa mère qui est... peut-être je sais pas, quand mais quand le héron cendré il croit pas lui présente sa mère, il y a une sorte de déni parce qu'il croit pas que c'est la réalité. Il y a un truc au tout début. Ah, ouais, c'est vrai. Et après, t'as le héron cendré qui lui présente faussement sa mère. Aussi, ouais. Aussi. Quand elle est dans le canapé, là. Alors que c'est de l'eau, je ne sais quoi. Oui, c'est vrai. Après, il y a la colère. Ok, ça va. Et alors, la colère. Ouais. La dépression, la tristesse. Ouais, ça, oui, on le voit. Mais alors, dans l'ordre, je sais pas, Ouais, c'est ça. Dans l'ordre, ce serait à revoir. Hein. La résignation, l'acceptation et la reconstruction. Ok. Acceptation, reconstruction. Ça pourrait. Ouais, à mon avis, il y a moyen, je pense. Il y a beaucoup d'œuvres qui le font, ça, pour le coup. Donc, c'est intéressant. Alors, pourquoi il aurait voulu aussi absolument faire une œuvre qui a le deuil en premier lieu? Je sais pas. Parce que c'est la dernière œuvre avant sa mort. Après, c'est pas. Peut-être que. Je dis, ça rejoindrait le fait qu'il est. C'est vraiment un créateur qui est face à sa mort. Et. Ouais, c'est vrai. Il parle du deuil à l'intérieur aussi, pour ses successeurs aussi. Donc, non, peut-être pour son enfant. Peut-être pour son enfant, encore une fois. Pour que Goro Miyazaki c'est peut-être des sujets auxquels tu penses réellement quand tu es confronté vraiment à ça. Bon, très fort. Après, là, on a fait le tour. Moi, j'avais pas d'autres infos. Ouais, très cool. Mais déjà, il y en a d'autres qui ça fait languir un petit peu. De toute façon, j'ai envie de le revoir. Clairement, cette œuvre,
Allez, là, le fait d'en parler, il y avait ces infos-là, j'ai envie de le revoir. Je sais revoir. que je vais aller voir des vidéos YouTube, etc. Ou même lire des articles. Je sais pas comment t'as vu les théories que toi t'as eu, mais j'ai lu beaucoup d'articles. Ok, d'accord. Après, je suis allé voir la bio de... T'as même pas été sur YouTube parce que j'ai YouTube, eu, souvent il y a des vidéos, tu sais, des trucs que vous avez ouais, manqué c'est vrai. sur. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire là, ce soir. Après l'émission, je crois que c'est ce que je me suis retenu de faire pendant 3 jours là. Après, il y avait des trucs qui revenaient souvent, dont le fait que c'était tiré du livre et vous, comment vous et d'un autre livre aussi qui est un peu dans le même sens, que j'ai pas noté du coup parce qu'il avait moins d'importance pour l'œuvre, mais il s'inspirait en gros de 2 livres. Donc c'est un livre dont le scénario ressemble beaucoup à celui qu'on a dans Le Garçon de l'Herbe. Alors que là, le livre que j'ai parlé, c'est déjà, je trouve que le livre en lui-même semble être intéressant, mais et parce que c'était pour Miyazaki un livre important parce qu'il l'aurait reçu quand il était petit, donc bon, voilà quoi. Voilà. Et bah parfait. C'est tout. Parfait. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Oui, moi je suis en train de réfléchir, mais je pense que globalement on a dit tout ce dont je voulais parler, donc c'est. C'est parfait. Moi aussi. C'était une belle émission. Ouais, franchement. Comme toujours. Non, mais c'est une émission différente, je trouve, de d'habitude, parce que là justement, je pense qu'on a soulevé le mystère. Plus que des fois, on fait des analyses complètes où on est sûr à peu près des thèses qu'on va développer. Là, il y a tellement de mystères autour de ce film que je trouve c'est bien de rester dans ces multiples théories sans avoir de vraies réponses fixes. Je trouve que ça participe à la narration du truc. Et je pense même des gens qui nous écoutent en version full spoil alors qu'ils n'ont pas vu le film, ça peut leur donner envie d'y aller et de eux-mêmes se faire leur propre avis là-dessus. Du coup, c'est un film que tu m'avais conseillé de ne même pas regarder la bande-annonce pour me faire surprendre, parce que tu savais que j'étais le genre de spectateur qui pouvait apprécier ça. Mais je pense que ça peut être cool, du coup, d'aller voir le film en s'attendant à ça. Et du coup, de soi-même vouloir essayer d'aller trouver sa propre vérité dans ce film-là, tu peux l'apprécier, je pense, le film, avec ce prisme. C'est vrai. Mais il y a un rapport aussi à la vérité dedans qui est assez intéressant, parce que du coup on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Encore une fois, si c'est un rêve ou non. T'as eu toutes les portes. Est-ce que ça donne accès sur le monde, notre monde, mais à plein d'époques, ou est-ce que c'est d'autres mondes? Ça, on n'a pas de réponse, pareil. Il ouvre qu'une porte. Moi, je pensais à un moment que, comme il y avait plein de portes, je pensais qu'il allait en ouvrir et qu'on allait voyager dans plein de mondes, en fait. Tu vois. Et limite, tu vois, là, je suis en train d'y penser. Tu vois, imagine, on aurait voyagé dans d'autres mondes, d'autres œuvres de Miyazaki. Parce que je sais même pas s'il y a des théories autour. Parce que tu sais, il y a cette théorie sur les Pixar, que tous les Pixar, en fait, sont dans le même univers. Et qu'il y a des clins d'œil dans chaque film Pixar. Il y a des clins d'œil sur d'autres films, etc. Je sais pas, les Miyazaki, il y a peut-être ce genre de. Est-ce que Miyazaki, pour lui, c'est le même monde? Il aurait créé son multivers à lui. Ouais, je sais pas. Et du coup, c'est vrai que j'y ai pensé, ça, quand je voyais toutes ces portes, je me suis dit, imagine, il ouvre une porte et puis tu reconnais l'univers de Chihiro, tu reconnais l'univers de. Ouais. Bon, après, j'ai fait, ça ferait putain de fanservice, un peu trop à la Marvel, là. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc quand tu dis ça. Quand les perruches vont dans le monde. On va dire notre monde à nous. Se transforme en vraie perruche, quoi. Ouais. Est-ce que ça peut être symbolique aussi? Ouais, c'est vrai. Après, parce que le seul qui ne change pas quand il va dans le monde... non, il y en a 2 qui ne changent pas. Il y a Mahito et Natsuko, donc la belle-mère, et la sœur du coup de sa mère. Parce que, mais les 2 autres... Quand ils vont dans le monde, eux, ils ne changent pas. Oui, parce que les autres changent parce qu'elles rajeunissent, parce que c'est à l'époque où elles sont rentrées... elles étaient jeunes, en fait. Donc, c'est juste qu'en fait, quand elles rentrent dans le monde, en fait, le temps se scinde en une seule. Et si tu viens du passé et du futur, tu te rencontres au même moment, en fait, dans l'autre monde. Donc, elles sont transformées pour ça. Mais après, il y a toute la question de l'équilibre avec les perruches qui, elles, du coup, quand elles reviennent dans le vrai monde, on va dire, enfin, dans notre monde, elles se rééquilibrent comme il faut, quoi. Pour notre monde. Ça veut pas dire que notre monde, c'est le bon équilibre. C'est juste que c'est un équilibre différent et... Bref. C'est intéressant, ça aussi. Mais c'est vrai que du coup, les humains, eux, ne changent pas. Donc, pareil, est-ce qu'il n'y a pas une théorie là-dessus sur le fait qu'une perruche, elle change parce que l'équilibre est différent, alors que l'humain, eux, ils font pas 10 000 mondes. Et du coup, les pélicans ne changent pas en plus. Les pélicans sont les mêmes. Ouais, les pélicans, ils vont dans notre monde. Je crois. Déjà, oui, ils ont la même, ils ont la même gueule ils sont pareils que dans notre monde. Oui. C'est ça.
Ah, mais Et je ouais. t'ai dit, il va y en avoir des Et théories ouais, sur là- ce film, ça va Ah, être un il y a du délire. délire, il y a Ça du va être délire. un délire. Le mec, Ça délire. avant de mourir, il fait l'œuvre la plus cryptique de l'histoire de... C'est clair. C'est clair. Bon, sur ce, dites-nous en commentaire Vos ce théories. que vous en avez Clairement, pensé. oui, non. Ouais, vos théories, Ouais. clairement, ça peut être super intéressant. Ou vos symboliques que vous avez trouvées. Et puis voilà, c'est tout. Puis partagez si vous avez aimé, pouce bleu, étoile, tout dépend des plateformes, évidemment. Ce que j'aurais dû dire Oui, mais dès le comme d'hab, départ. comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Mais bon, c'est des points graves. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Allez, salut!